Donc, vous pouvez retourner faire la sieste. Euh, donc voilà, la semaine dernière, on a fait la micro de l'assurance et aujourd'hui, on va terminer cette affaire de micro de l'assurance. Je vais aller un peu au pas de course sur les résultats intermédiaires qui ne sont pas très intéressants pour aller au truc vraiment intéressant qui est la symétrie d'information, parce que la symétrie d'information, c'est ce qu'on ne peut pas capter dans le jeu d'assurance que vous avez fait. Ce qu'on ne peut pas capter, ce qu'on ne peut pas capturer, parce que il y aurait trop de... Enfin, peut-être qu'il faudrait faire une deuxième version du jeu. Mais bon, vous allez voir. On reprend vite notre affaire de... OK, la semaine dernière, donc on s'est dit la décision dans le risque, c'est la maximisation de l'espérance d'utilité. On a vu que la maximisation de l'espérance d'utilité, elle est en fait l'objet de plein de paradoxes empiriques. Enfin, on a présenté que le paradoxe d'Halley, mais il y en a des milliers. Il y a plein de façons de faire que les gens décident d'une manière qui n'est pas, ou choisissent d'une manière qui n'est pas compatible avec la théorie de l'espérance d'utilité. Euh, pour autant, face à ce qu'on va appeler ce que Pareto appelait des actions logiques, enfin en gros des actions répétées où les gens ont mis de la cohérence, d'accord. Il se trouve que l'utilité espérée, c'est pas une trop mauvaise approximation. Bon, et donc en particulier, ça permet de rendre compte des comportements d'assurance, d'autant que l'essentiel de l'espérance d'utilité, c'est quand même de séparer le goût du risque de l'aversion pour le risque. Donc, pour mettre en scène justement le goût du risque et l'aversion pour le risque et les variantes de l'aversion pour le risque, on a proposé un modèle à deux états. Et on a montré dans ce modèle à deux états où il y a soit sinistre, soit pas de sinistre, que donc la variable de décision, c'est l'espérance d'utilité de l'agent sur les deux états. Et donc, s'il n'y a pas de chargement, l'agent va s'assurer, qui a de l'aversion pour le risque, va s'assurer complètement, c'est-à-dire que sa demande d'assurance va être égale au montant du sinistre, et donc il va prendre une franchise égale à zéro. Évidemment, à partir du moment où il y a du chargement, il ne va plus s'assurer complètement, et évidemment, s'il n'a pas d'aversion pour le risque, il ne va pas s'assurer du tout. Il y a le cas où le taux de chargement est négatif, et donc l'assurance est subventionnée. Évidemment, dans ce cas-là, l'assuré va s'assurer plus que complètement, et donc si on veut éviter que ce soit le cas, il faut prendre des dispositions. Ce qu'on a montré dans ce contexte, c'est en particulier que si l'agent a une decreasing absolute risk aversion, donc une aversion au risque qui est décroissante avec le niveau de richesse, eh bien, justement, quand son niveau de richesse va augmenter, il va avoir tendance à demander plus de franchise, c'est-à-dire moins d'assurance. Et donc, l'assurance est un bien inférieur. Et alors, ça, c'était le résultat intéressant car paradoxal, enfin, ou pas tout à fait paradoxal, mais il y a un paradoxe qu'il faut comprendre là. C'est-à-dire qu'effectivement, quand le niveau de richesse augmente, les agents ont tendance à moins s'assurer toutes choses égales par ailleurs, mais ça, c'est un résultat qu'on connaissait depuis Bernoulli, l'article de Bernoulli 1730, publié en 1738. Donc on ne peut pas dire que ce soit une avancée de la microéconomie des 10 dernières années. En revanche, ce qui est intéressant, c'est l'apparente contradiction entre cette rationalité individuelle et puis ce qu'on constate à l'échelle macro, qui est qu'évidemment la demande d'assurance est plus forte dans les pays plus riches. Cela s'explique uniquement parce que toutes choses ne sont pas égales par ailleurs, c'est-à-dire qu'évidemment, comme les riches ont plus de richesses, ils peuvent perdre plus. Et donc, de fait, on n'est pas toutes choses égales par ailleurs. Et donc, puisque, en quelque sorte, le montant de ce qu'on pourrait perdre augmente plus vite quand on s'enrichit que l'accroissement que l'aversion pour le risque ne baisse, bah de fait, la demande d'assurance est croissante. Parce qu'on n'est pas toutes choses égales par ailleurs. Mais malgré cela, l'assurance est un bien inférieur. Sauf que, en fait, la richesse augmente plus vite que on peut dire que les dégâts augmentent plus vite que la richesse, d'une certaine manière. Les dégâts potentiels augmentent plus vite que la richesse. Puisqu'on avait terminé en disant que l'effet d'une variation de prix sur la demande d'assurance n'était pas déterminé, pas clair, enfin, il fallait regarder, quoi, tout simplement parce qu'il y a un effet de substitution et un effet revenu. Et justement, comme l'effet revenu il est ambigu à cause du caractère de bien inférieur de l'assurance, et il ne va pas dans le même sens que l'effet de substitution, et ben, on ne sait pas très bien à quoi s'en tenir quand il y a une variation du prix d'assurance, et donc on ne s'en tient pas. Et donc, ce n'est pas la théorie qui va nous le dire, il faut regarder dans les faits. Et puis se demander si c'est stable, bon, bref. Continuons. On continue comment? Ben, on reprend le modèle à deux états. Enfin, je rappelle brièvement le modèle à deux états, d'accord? C'est-à-dire que donc,
On a un individu caractérisé par une fonction U d'utilité qui est concave. Cet individu a une richesse initiale R0. Il a une probabilité P de sinistre, évidemment P est entre 0 et 1. Et donc, cette probabilité P de sinistre détermine l'occurrence de deux états aléatoires. Si P se réalise, on va être dans l'état RS, c'est-à-dire que le niveau de richesse va être diminué par l'occurrence d'un sinistre. RS est strictement inférieur à R0. Et s'il n'y a pas de sinistre, on va être dans l'état favorable, Rn. Non pas que N, ça veut dire favorable, mais parce que ça veut dire non sinistre. D'accord. Et donc, dans cet état Rn, on a le même niveau de richesse qu'au départ, R0, sauf si on a payé une prime d'assurance. L'individu a la possibilité de s'assurer en payant une prime d'assurance pi, comme ce n'est pas écrit ici. En fait, il va choisir le niveau de franchise qu'il prend, puisque en cas d'arrivée, de survenue du sinistre, dont le montant de dommage ce sera D, l'assuré va toucher une indemnité I qui va être D moins F la franchise. Bien. Donc, on a vu qu'en fait, le problème de l'assuré, c'est de maximiser l'espérance d'utilité qu'il retire de sa décision, enfin qu'il retire en fait de la vie, quoi, et avec deux états du monde possibles. Hein, il a une probabilité 1-P d'être dans l'état où il n'y a pas de sinistre, une probabilité P d'être dans l'état où il y a un sinistre. La moyenne des utilités est ici. On rappelle que donc il y a un taux de chargement qui s'impose à la prime d'assurance, si bien que le montant de la prime d'assurance, c'est pas juste l'espérance mathématique du sinistre P fois D, c'est pas juste l'espérance mathématique de l'indemnité P fois I égale P fois D moins F, d'accord, puisqu'il y a une franchise qui peut être égale à 0, mais il y a une franchise, mais c'est 1 plus lambda. Donc 1 plus le taux de chargement, soit pour des raisons qu'il faut que l'assurance, la compagnie d'assurance paye ses frais administratifs, soit parce qu'il faut qu'elle fasse des profits, soit parce qu'il y a des frais prudentiels. Bref, 1 plus lambda fois la probabilité de survenue fois l'indemnité qui est payée. D'accord. Donc une fois qu'on a dit ça, l'individu il maximise son espérance d'utilité, et c'est F qui est la variable de décision. Ça lui donne une condition de premier ordre, une condition de second ordre. Et maintenant, on va s'intéresser à un nouveau cas, le cas de changement d'aversion pour le risque. Qu'est-ce que ça veut dire le cas de changement d'aversion pour le risque? Ça veut dire qu'on voudrait voir ce qui se passe si l'individu a plus d'aversion pour le risque, ou moins, si vous voulez, mais pas ça revient au même. Et donc, on considère deux fonctions d'utilité U et V, ces deux individus qui ont le même niveau de richesse initiale, on leur propose le même tarif d'assurance, ils ont la même probabilité de sinistre et ils auront la même perte. Donc, de fait, tout ce qui diffère, c'est le niveau d'aversion pour le risque, parce que les deux fonctions d'utilité ne sont pas les mêmes. Alors, évidemment, on suppose par ailleurs qu'il y a un chargement non nul, et donc que pi, qui est égal à 1 plus lambda p, le prix de l'assurance, il est supérieur à p, et la probabilité de survenue du risque, du sinistre plutôt. Que se passe-t-il? Oui, pardon. Donc, en fait, on peut écrire les deux conditions de premier ordre des deux consommateurs, d'accord, qui s'écrivent comme de bien entendu, sauf qu'il y en a un qui a une utilité V au lieu d'avoir. Et, pardon, si maintenant on suppose que V représente un comportement plus riscophobe, et vous savez, comme je suis un maniaque, je ne vais pas dire riscophobe parce que risque c'est du latin et phobein c'est du grec, donc on va dire risicophobe pour parler comme les Grecs, n'ont jamais parlé. C'est-à-dire, en gros, si on considère que V est une transformation concave, mais croissante, de U, donc dans ce cas-là, effectivement, la fonction d'utilité V, puisque c'est une transformation concave, enfin strictement croissante, strictement concave de U, elle représente des préférences plus riscophobes. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on a? Nos deux conditions de premier ordre, on peut les exprimer. En fait, on peut exprimer U'. On peut plus exactement exprimer le rapport des utilités marginales du consommateur dans la fonction d'utilité EV entre l'état dans lequel il n'y a pas de sinistre et l'état où il y a un sinistre en développant, d'accord? C'est-à-dire que en fait, si on écrit que V c'est K de U, on va avoir V' qui va être K' de U fois U'. D'accord. Et donc, le rapport des utilités V' sur V' va s'exprimer comme K' de U fois U' de l'état où il n'y a pas de sinistre,
divisé par K' de U fois U' de l'état où il y a le sinistre. Et comme l'assurance est partielle, puisque le taux de chargement est strictement supérieur à 0, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, fatalement, on a RV, puisque l'assurance est partielle, en fait, le risque est... Pardon. Puisque le taux de chargement est non nul, l'assurance est partielle, ça c'était le résultat du dernier cours. Donc, puisque l'assurance est partielle, l'utilité dans l'état sans risque, plutôt sans sinistre, est supérieure à l'utilité dans l'état avec sinistre, puisqu'on ne s'est pas entièrement assuré, donc on n'est pas complètement compensé dans l'état avec sinistre. Et comme K', qui est donc, je vous rappelle, la transformation concave, pourquoi est-ce que je dis décroissante? Elle n'est pas décroissante. Elle est croissante, mais concave. Donc, ah oui, pardon, oui, bien sûr, excusez-moi. Puisque K est concave, alors K' est positive, mais décroissante, puisque sa dérivée, la dérivée de K' qui est K seconde, est négative, donc K' est décroissante. Bien, donc dans ce cas-là, effectivement, on arrive à dire quoi? On arrive à dire que l'utilité de l'agent enfin, en gros, on arrive à dire que l'agent qui a une aversion pour le risque plus grande, parce que sa fonction d'utilité est une transformée concave de la fonction d'utilité de départ, eh bien cet agent qui a une aversion pour le risque plus grande va s'assurer plus, c'est-à-dire qu'il va demander moins de franchise. Et donc, comme il va s'assurer, pourquoi est-ce qu'on sait qu'il va s'assurer plus? Parce que son utilité, dans le cas où il n'y a pas de sinistre, va être plus petite, ce qui signifie donc qu'elle va être plus grande dans le cas où il y a un sinistre, et donc qu'il va demander moins de franchise. Et donc qu'il va demander plus d'assurance. Ouf. Bon, bref, donc l'individu dont la fonction d'utilité est plus concave, donc il y a plus d'aversion pour le risque, il va plus s'assurer. Bon, ça, c'est pas absolument fascinant. Mais enfin, toujours est-il que ça nous permet de dire que, toutes choses égales par ailleurs, la demande d'assurance augmente avec l'aversion pour le risque, ce qui est quand même heureux du point de vue de la définition de l'aversion pour le risque. Bien. Maintenant, on va s'intéresser en fait aux interactions entre demande d'assurance sur le marché et puis comportement individuel, et donc achat d'auto-assurance et d'autoprotection. Alors, le problème de auto-assurance et autoprotection, c'est que c'est un peu du jargon. Mais ce jargon, en fait, pourquoi c'est un peu du jargon? Parce que les termes auto-assurance et autoprotection, ils sont vraiment complètement relatifs à un article de Ehrlich et Baker. Et en général, en fait, c'est pas comme ça que les gens parlent dans la vie réelle. C'est-à-dire que dans la vie réelle, on va avoir plutôt tendance à parler de protection pour ce qu'on va appeler l'auto-assurance et de prévention pour ce qu'on va appeler l'autoprotection. Bref. Mais du point de vue de la micro, ce qu'on va appeler l'auto-assurance, c'est en gros tout ce qui permet de diminuer le montant du sinistre. Alors que ce qu'on va appeler l'autoprotection, c'est tout ce qui permet de diminuer la probabilité d'occurrence du sinistre. Donc si on veut faire la différence entre les deux, par exemple, la ceinture de sécurité, c'est de nature à diminuer les dégâts occasionnés par l'accident. Si vous n'avez pas de ceinture de sécurité, vous allez vous faire plus mal que si vous avez une ceinture de sécurité. En revanche, ça ne changera pas la probabilité que vous rentriez dans un mur ou dans une voiture. Donc c'est plutôt de l'auto-assurance de boucler votre ceinture que de l'autoprotection. Ce qui va diminuer la probabilité que vous ayez un accident, c'est plutôt que votre voiture soit en bon état, c'est-à-dire qu'elle ait des freins, des pneus, avec des sculptures qui font que vous n'allez pas glisser sur l'eau. Donc ça, c'est plutôt une protection. D'accord. Un deuxième exemple, des portes coupe-feu. Les portes coupe-feu ne vont pas empêcher les incendies de se déclarer, mais ils vont empêcher les incendies de se diffuser. Et donc, de fait, les portes coupe-feu, c'est de l'ordre de l'auto-assurance. Alors qu'en matière d'incendie, ce qui va plutôt être de l'ordre, ce sont les détecteurs de fumée. Parce que les détecteurs de fumée, ça ne diminue pas les dégâts des fumées, mais en revanche, ça diminue la probabilité que le feu ait une taille critique qui fasse qu'il y ait vraiment un sinistre. C'est-à-dire qu'en gros, si le détecteur de fumée se met à sonner dès qu'il sent quelque chose, plutôt dès qu'il voit quelque chose, puisqu'en général, c'est des détecteurs optiques, et que vous arrivez avec votre extincteur et que vous arrêtez le feu quand il est dans la poubelle, il n'y aura pas de dégâts à proprement parler. Voilà.
Bon, et puis évidemment, dernier exemple, c'était une blague. C'est-à-dire que de fait, si vous faites des simulations d'attaque terroriste dans le métro, ça va permettre d'évacuer mieux les blessés, etc., et donc de faire qu'il y ait moins de dégâts. Alors que si vous voulez empêcher les attaques terroristes dans le métro, ben, il n'y a pas 36 solutions, il faut empêcher les terroristes faut empêcher les terroristes potentiels de devenir des terroristes. Et donc là, il y a deux solutions. Il y a soit la méthode Trump, vous donnez des armes nucléaires à tout le monde, comme ça, il y a plus de... Ou la solution américaine, où vous donnez des armes automatiques à tout le monde, comme ça, il n'y a plus d'attaques terroristes dans le métro. Mais du coup, tous les psychopathes vont tuer les gosses à la sortie des écoles. Soit vous instaurez la justice sociale et il n'y a plus de raison d'être terroriste. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Et alors surtout, c'est ni de l'auto-assurance ni de l'autoprotection, parce que ce n'est pas une décision individuelle, ce n'est pas un acte de marché, c'est un acte politique. Et donc, c'est complètement en dehors du cours. Voilà. Revenons donc au cours. En fait, l'objet du développement sur auto-assurance et autoprotection, c'est très simple. C'est simplement montrer que si l'assureur n'a pas conscience de vos dépenses, ben, vos dépenses elles vont être substituables aux dépenses d'assurance. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez vous autoprotéger et vous auto-assurer quand vous ne pouvez pas vous assurer. Alors que si l'assureur peut observer votre effort, ben, il va y avoir une complémentarité. C'est-à-dire que concrètement, il va réduire votre prime d'assurance quand il va voir que vous investissez, par exemple, dans l'autoprotection. Bien, donc une fois qu'on a dit ça, on a à peu près tout dit. Donc maintenant, on peut faire des jolies équations si vous voulez. Donc dans le cas de l'auto-assurance, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on imagine en fait que, que le montant du sinistre, il va être en fait une fonction des dépenses d'auto-assurance que vous consentez. Et donc les dépenses d'auto-assurance, c'est A, et le montant du sinistre, ça va donc être une fonction décroissante de A, de sorte donc que D de A, le montant du sinistre, puisque c'est décroissant, ben, D' de A est négatif. D'accord. Et puis on imagine quand même que D' de A est négatif, mais qu'il y a quand même une forme de concavité qui fait qu'on va avoir un optimum. Bon, et puis voilà, donc compte tenu de ces événements, enfin de ces éléments, ben, la richesse, le niveau de richesse en cas de sinistre, c'est le niveau de richesse de départ R0 moins les dépenses d'auto-assurance que vous consentez, qui d'ailleurs s'appliquent dans les deux états de la nature, moins le montant du sinistre, mais qui est cette fois-ci une fonction de A. Et puis quoi? Et puis votre programme, il va apparaître maintenant comme une fonction de la dépense d'auto-assurance, mais il n'y a pas grand-chose qui change. Enfin, en gros, c'est l'espérance de l'utilité sur ces deux états de la nature, deux états du monde. En fait, le montant optimal d'auto-assurance, il va être déterminé par quoi? Par une condition de premier ordre qui est la dérivée de l'espérance d'utilité qui s'annule, et puis une condition de second ordre qui sera la dérivée seconde de l'espérance d'utilité par rapport aux deux fois au niveau d'auto-assurance qui est négatif. Ça nous amène à dire quoi? Ça nous amène à dire que ça nous amène une condition de premier ordre qu'on peut réécrire pour qu'elle soit interprétable. Et qu'elle soit interprétable exactement d'ailleurs dans les mêmes. Enfin, en gros, on lui donne la même forme qu'on avait obtenue la semaine dernière avec la dépense d'assurance, c'est-à-dire qu'on met d'un côté le coût marginal de l'unité d'auto-assurance qui s'applique dans les deux états de la nature, d'accord? C'est 1 moins PU' de R0 moins A plus PU' de R0 moins A moins D2A. Et puis de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? De l'autre côté, on a en fait que donc ce coût marginal de l'auto-assurance qui s'applique dans les deux états de la nature, il doit être égal au bénéfice marginal de l'auto-assurance qui, lui, ne vaut que dans l'état de la nature où il y a un sinistre. Voilà, et donc ça nous permet de déterminer le montant d'auto-assurance. Et si on en veut une interprétation graphique, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on voit, alors une interprétation graphique de ce truc-là, enfin, de l'équilibre, donc du A d'équilibre, c'est quoi? Là, on a un modèle, enfin, on a une représentation en fait, où en abscisse, on a le niveau de richesse dans l'état sans sinistre. Et puis en ordonnée, on a le niveau de richesse dans l'état avec sinistre. Et la première bissectrice, alors évidemment, elle n'est pas vraiment à 45 degrés parce que comme je n'ai pas un écran carré, c'est pas très joli. Mais même si elle n'est pas à 45 degrés, ça reste une bissectrice, d'accord? Et cette bissectrice, c'est quoi? C'est l'ensemble des points où on a le même niveau de richesse dans les deux états de la nature. Donc en fait, c'est l'ensemble des situations d'assurance complète.
puisque la situation d'assurance complète, c'est celle qui vous permet d'avoir le même niveau de richesse quand il y a un sinistre et quand il n'y en a pas. Mais en fait, votre situation de départ, ça va être le point I ici, où vous voyez donc le point I qui est représenté avec une croix rouge. Il représente quoi? Il représente le cas où vous avez une utilité, enfin une richesse qui est comprise entre 5 et 6. On va dire que c'est le log de la richesse, dans l'état où il n'y a pas de sinistre. Et puis on voit que dans l'état où il y a un sinistre, votre richesse, elle est réduite à entre 0 et 1. Donc on voit bien l'effet du sinistre. Ça vous fait passer d'une richesse de presque 6 à une richesse inférieure à 1. La courbe rouge, la courbe IB, c'est la courbe qui est représentative des possibilités d'auto-assurance. Vous remarquez au passage que cette courbe, elle est concave, c'est-à-dire que c'est de plus en plus cher d'acquérir de l'auto-assurance supplémentaire. Mais néanmoins, cette courbe IB, elle vous permet quand même d'atteindre la bisectrice. C'est-à-dire que le point B, il est sur la bisectrice, et donc le point B, il vous offre le même niveau de richesse dans les deux états de la nature. Et vous vous retrouvez un peu en dessous de 4, aussi bien dans l'état sans assurance que dans l'état avec assurance, c'est-à-dire que la prime est pratiquement de 2, alors que on imagine quand même que la probabilité de survenue du sinistre est quand même pas négligeable, mais relativement faible. Bon, et alors quoi? Et alors en fait, on va déterminer le niveau optimal d'auto-assurance en cherchant le point de tangence entre cette courbe qui est en fait une courbe de capacité de production, en quelque sorte d'auto-assurance, et puis vos courbes d'indifférence, qui elles sont convexes vers l'origine, et qui sont représentatives donc de votre aversion pour le risque. Et de manière pas du tout étonnante, entre les capacités de production qui vous donnent en fait un convexe aussi, ces capacités de production qui sont liées en gros au rendement décroissant de l'auto-assurance ou au coût croissant de l'auto-assurance, et puis la convexité de vos préférences, on trouve un point d'intersection unique, qui est donc votre demande d'auto-assurance. Et votre demande d'auto-assurance, vous la lisez comment? Vous la lisez comme étant l'abscisse du point A, qui est donc le point de tangence entre les possibilités techniques ou les possibilités de marché d'auto-assurance et puis votre courbe d'iso-utilité. C'est évidemment votre courbe d'utilité la plus élevée. Donc, vous faites la différence entre votre niveau de richesse initiale, qui est l'abscisse de I, et puis l'abscisse de A, qui est le point optimal d'achat d'auto-assurance. Et donc, on a abscisse de I moins abscisse de A, qui est en fait la dépense d'auto-assurance que vous concevez et qui ici vaut, je sais pas, 0,80. Bon, et donc ça vous permet évidemment d'obtenir une indemnité dans l'état de la nature où il y a un sinistre qui vous met à un niveau de richesse bien plus élevé dans le cas où il y aurait un sinistre. Bon, donc voilà, on est content. La courbe, bon, ça c'est juste l'explication de ce que je viens de vous raconter. D'accord, la courbe IB représente les opportunités d'auto-assurance. À l'équilibre de la courbe d'indifférence, eh bien, le terme de gauche est égal, on va dire, le terme de gauche, c'est quoi? C'est le bénéfice marginal de l'auto-assurance est égal à la pente de la courbe IB. Bon, on s'en fout. Bon, ce qui est intéressant quand même là-dedans, c'est que quoi? C'est que si on suppose que l'assureur ne peut pas observer l'activité d'auto-assurance, alors en fait quoi? Il ne va pas en tenir compte dans la tarification des primes. Et donc, puisqu'il ne va pas en tenir compte dans la tarification des primes, l'auto-assurance va se retrouver substitut de l'assurance. Et donc, où est-ce que je voulais en venir? Attendez, je ne sais plus où j'en suis. Compte tenu de ces éléments, on suppose que l'assureur n'observe pas l'activité d'auto-assurance. Par convention, donc l'assureur constitue sa tarification sur la base du niveau de perte atteint en l'absence d'auto-assurance. D'accord? Bon, et donc dans ce cas-là, quoi? L'individu maximise son espérance d'utilité en fixant sa franchise d'assurance ainsi que son niveau d'auto-assurance. Bon, et ce qu'on va montrer dans ce cas-là, c'est en fait qu'il va prendre
en présence d'auto-assurance et d'assurance, l'assuré rationnel choisit son niveau d'auto-assurance de telle sorte qu'il égalise le rendement marginal de l'auto-assurance au rendement marginal de l'assurance. OK. Et donc, substituabilité de l'assurance et de l'auto-assurance. C'est-à-dire que lorsque le prix de l'assurance augmente, son rendement diminue et l'assuré, afin d'égaliser les rendements de l'assurance et de l'auto-assurance, s'ajuste en investissant davantage en auto-assurance. C'est-à-dire que concrètement, si l'assureur ne peut pas observer l'effort d'auto-assurance de l'assuré, l'assuré va acheter de l'auto-assurance uniquement dans la mesure où ça lui revient moins cher que de l'assurance. Et puisque l'assureur n'en tient pas compte dans sa tarification. Et donc quoi ? Donc il va acheter quelques unités au mieux, il va acheter quelques unités d'auto-assurance, et puis ensuite, les coûts croissants de l'auto-assurance font qu'il ne va pas acheter le reste et il va préférer s'assurer. Donc concrètement, qu'est-ce que ça donne du point de vue de la représentation graphique ? On a toujours la même organisation, le même setup, la même visualisation de l'état de la nature sans sinistre qui est figuré en abscisse, l'état de la nature avec sinistre qui est figuré en ordonnée, ou plutôt la richesse dans l'état de la nature sans sinistre en abscisse, la richesse dans l'état de la nature avec sinistre en ordonnée, une droite à 45 degrés qui représente donc l'ensemble des situations où on a le même niveau de richesse dans les deux états de la nature, donc l'ensemble des situations d'assurance complète. Un point de départ I, qui est en fait la situation de l'assuré, de l'individu qui nous intéresse, de la personne qui nous intéresse, qui fait donc face à un risque de sinistre, ce sinistre se traduisant par le fait qu'il va perdre, si le sinistre advient, la différence entre l'abscisse du point I, qui est donc sa richesse quand il n'y a pas de sinistre, et l'ordonnée du point I, qui est donc sa richesse quand il y a eu le sinistre. Donc, s'il perd la différence entre l'abscisse et l'ordonnée, il va se retrouver au niveau de l'ordonnée. Et un ensemble de possibilités d'auto-assurance qui est représenté par une courbe IB, qui lui donne la possibilité de s'assurer entièrement, mais à un coût assez élevé. Et qu'est-ce que va faire l'assuré ? L'assuré, qu'est-ce que va faire l'assuré ? Qu'est-ce que va faire cette personne ? Elle va acheter de l'auto-assurance, elle va s'auto-assurer pour parler français, donc elle va investir dans la réduction du montant du sinistre, jusqu'au point où ça va être plus rentable pour elle de signer un contrat d'assurance. Pourquoi ça va être plus rentable pour elle de signer un contrat d'assurance ? Parce que la compagnie d'assurance lui offre une indemnisation à un coût qui est inférieur au coût du recours à des solutions d'auto-assurance. Et donc l'idée là, c'est quoi ? C'est qu'on voit en fait que tant que la pente de la courbe IB est plus faible que la pente de la courbe, que en gros le prix de l'assurance. Le prix de l'assurance, je vous rappelle que c'est lambda. Donc lambda, c'est pas lambda, c'est petit pi qui est 1 plus lambda p. Donc tant que le coût de l'auto-assurance est plus faible, on s'auto-assure. Dès lors que le coût de l'auto-assurance, donc la pente de IB, devient supérieur à la pente de la droite d'assurance virtuelle. Alors, on va dire que la pente de la droite d'assurance, c'est CF. En fait, c'est plus compliqué que ça, parce que peut-être que l'assureur ne fait pas le même prix pour des quantités, enfin bref. Bon, mais en tout cas, on va dire de manière générale, tant que le coût de l'auto-assurance est inférieur au coût de l'assurance, il va s'auto-assurer. Et puis comme le coût de l'auto-assurance augmente au fur et à mesure qu'on s'assure, il y a un moment où ça va être plus rentable de s'assurer, et à ce moment-là, il va s'assurer, non pas complètement, parce que comme justement il y a un coût de chargement qui n'est pas nul, il va s'assurer jusqu'au niveau d'assurance optimale, ou jusqu'au niveau de franchise optimale. Bon, et ça, c'est déterminé comment ? C'est déterminé par la tangente entre une droite qui représente dont la pente, c'est le prix de l'assurance, et puis une courbe d'utilité du consommateur. Et ce qu'on voit, n'est-ce pas, c'est que le fait de pouvoir s'assurer, ça lui permet d'être sur une courbe d'utilité qui est plus élevée que dans le cas précédent. Le cas précédent étant, je vous rappelle que pas assuré justement, mais la personne considérée n'avait accès qu'à l'auto-assurance, et donc il prenait un niveau d'auto-assurance qui faisait que le résultat de sa décision, c'était le point de tangence entre l'auto-assurance et une courbe d'indifférence qui était tangente aux possibilités d'auto-assurance, alors qu'on voit qu'ici, du fait que on peut acheter de l'assurance, on a pu décaler la courbe d'utilité sur laquelle on se retrouve après l'achat d'assurance, et cette courbe d'utilité, elle est supérieure au niveau de la courbe d'utilité dans laquelle on aurait été
si on n'avait eu que l'auto-assurance. Bien, donc on a effectivement on a une substituabilité, mais néanmoins, c'est intéressant pour l'assuré d'avoir affaire aux deux dans le cas où. Alors, parce qu'on aurait aussi pu se demander, pardon, qu'est-ce qui se passe s'il n'y avait pas eu d'auto-assurance, s'il n'y avait eu que de l'assurance. On voit que s'il n'y avait eu que de l'assurance, la droite CF, qui représente le coût de l'assurance, si on l'avait fait partir de I, on voit que la solution aurait été plus à gauche. Et donc, on aurait été sur une courbe d'indifférence moins élevée. Et donc, de fait, c'est intéressant d'avoir à la fois de l'auto-assurance dont le coût est croissant et de l'assurance dont le coût est en quelque sorte constant. Excusez-moi, on a vu que le coût de l'assurance était constant, c'était pi est égal à 1 plus lambda p. Donc, la combinaison d'un truc concave et d'un truc constant, ça fait que normalement, si le truc concave il part d'un prix inférieur au truc constant, à un moment, il va passer un prix au-dessus, et donc on va combiner les deux. Voilà, on y est. C'est bien, on est content. On a montré donc que c'était substituable parce que l'assureur ne peut pas observer, et en même temps que ça accroissait le bien-être du consommateur, de la personne considérée. Donc c'est formidable, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, comme les économistes nous le disent toujours. Au passage, l'exemple qu'on donnait, l'exemple des ceintures de sécurité, prouve que l'idée que la dépense d'assurance d'auto-assurance soit pas observable, c'est pas nécessairement fondé. Ce qu'on imagine, c'est que évidemment, à partir du moment où la dépense d'auto-assurance est observable, il peut y avoir des effets de complémentarité. Ce que va illustrer en fait l'exemple suivant de l'autoprotection, parce que là, dans le cas de l'autoprotection, alors l'autoprotection, c'est le bordel à modéliser. Puisque on ne fera pas les calculs complets. Parce qu'en fait, ça consiste à écrire quoi? Que la probabilité de sinistre est une fonction de dépenses d'autoprotection qu'on va appeler B, parce qu'on a mis A auto-assurance, B autoprotection. Et évidemment, la probabilité est une fonction décroissante, mais là encore, concave, parce que sinon, si la décroissance n'est pas... Si ça décroît plus vite que les dépenses, on ne va pas avoir d'optimum. D'accord, donc, on réécrit les conditions de premier ordre. Ça n'a pas grand intérêt, parce que en fait, ça a toujours la même forme. Et puis quoi? Là, on considère deux hypothèses, d'accord? Une hypothèse où le prix d'assurance est indépendant de la dépense d'autoprotection. Et dans ce cas-là, la prime d'assurance, en gros, l'assureur ne peut pas observer. Donc, la prime qui fait payer est indépendante du montant dépensé en auto-assurance. Puis, on aurait un deuxième cas de figure où, en fait, comme l'assureur peut observer, le prix de l'assurance va être influencé par le niveau de dépenses de prévention, enfin d'autoprotection, pardon. Et donc, dans ce cas-là, le niveau de la prime va s'exprimer comme étant 1 plus lambda fois la probabilité, qui est elle-même une fonction du niveau de dépenses de protection B, multiplié par le montant du sinistre moins la franchise, puisque le montant du sinistre moins la franchise, c'est l'indemnité qui est payée à l'assuré. Ouf. Ok, bon alors, alors, en fait, en général, ce qui se passe, c'est que les dépenses de protection, c'est pas observable stricto sensu. C'est-à-dire que l'assureur, il sait pas combien vous dépensez, d'accord? Il va pas faire un relevé de vos actions de prévention. En revanche, ce qu'il peut très bien faire, c'est mettre une clause au contrat. Il peut mettre des clauses de prévention. C'est-à-dire que concrètement, on a parlé de détecteurs de fumée. La clause de prévention, c'est qu'en France, les détecteurs de fumée, c'est obligatoire maintenant. Et c'est tellement obligatoire que si vous ne pouvez pas prouver à votre assureur que vous aviez mis un détecteur de fumée chez vous, c'est dommage parce que vous perdez le bénéfice de votre assurance. Et je vous rappelle que votre assurance de locataire, ce n'est pas une assurance de dommages. C'est une assurance de dommages, pardon. C'est une assurance de dommages, mais qui vise aussi à assurer votre responsabilité civile. Donc, ça vaut le coup quand même d'avoir un détecteur de fumée ou au moins d'avoir la facture. Donc, dans le cas des assurances de particuliers, les prescriptions des assureurs sont minimes. C'est pour ça, typiquement, qu'en France, ça passe plutôt par la loi. C'est-à-dire que, d'ailleurs, aussi bien dans le cas de l'auto-assurance que dans le cas de l'autoprotection. C'est-à-dire que concrètement, les détecteurs de fumée, c'est obligatoire de par la loi. Les ceintures de sécurité, c'est obligatoire de par la loi, et ainsi de suite.
Alors que quand vous prenez du grand risque industriel, bah, il va de soi que là, l'assureur commence à devenir prescripteur et que, en fait, typiquement, l'assureur qui va vous proposer une assurance, il va aussi vous faire un audit de sécurité. Et le premier service que l'assureur va vous rendre, ce n'est pas de vous indemniser quand votre usine aura brûlé, c'est de vous faire un audit de sécurité de l'usine et de vous expliquer ce que vous allez faire comme dépenses d'autoprotection pour éviter qu'elle crame. Et il mettra ça au contrat, et si vous ne l'avez pas fait, bah, le contrat sera caduc. Voilà, donc de fait, l'assureur n'observe pas directement les dépenses de prévention, mais ce qu'il fait, c'est qu'il les indique dans le contrat comme des conditions nécessaires à la réalisation du contrat de son côté. Et ces conditions, elles sont évidemment acceptées par les tribunaux et par la loi. Bon, alors, donc une fois qu'on a fait on a distingué entre ces deux hypothèses, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que avec Ehrlich et Becker, on peut dire donc que l'assurance et l'autoprotection sont complémentaires lorsque la prime d'assurance dépend du degré de prévention, et donc ça va augmenter ensemble. Et elles sont substituables si la prime est indépendante du niveau de prévention, comme c'est le cas d'ailleurs avec l'auto-assurance, parce que dans le cas de l'auto-assurance, on a fait l'hypothèse que l'assureur ne pouvait pas observer le niveau d'auto-assurance, alors que dans le cas des portes-coupe-feu, on voit très bien que l'assureur peut imposer des portes-coupe-feu aussi. Donc de fait, c'était juste histoire de ne pas remettre une louche de calcul à la noix, parce que ce n'est pas forcément intéressant. Il y a un cas particulier qui vaut peut-être le coup qu'on y regarde, c'est en fait quand l'assurance est complète, parce que quand l'assurance est complète, en fait, ce qui se passe, c'est que on montre que le bien-être individuel de l'assuré décroît avec le niveau d'autoprotection, de dépenses d'autoprotection, et donc l'individu est désincité à la prévention. Justement, c'est ça qui fait que, mais ça aurait pu être la même chose d'ailleurs avec l'auto-assurance. C'est bien pour cette raison-là que c'est parce que en fait, l'assurance complète désincite à l'autoprotection et à l'auto-assurance que historiquement, on a interdit l'assurance complète et on a obligé à avoir une franchise, par exemple dans l'ordonnance de marine, mais aussi dans le livre du consulat de Mar, qui est donc le plus ancien recueil d'assurance. C'est un recueil valencien du XVe siècle. La norme en assurance maritime, depuis qu'on a des textes sur le sujet, c'est franchise de 10%. Pour éviter l'escroquerie à l'assurance et pour éviter l'aléa moral. Bon, mais indépendamment de ça, si vous avez à vous assurer, je vous conseille d'avoir non pas une franchise sur votre responsabilité personnelle, encore que sur des petits montants, pourquoi pas, mais ça n'existe pas en fait de la franchise sur les responsabilités personnelles pour les assurances individuelles. Mais en revanche, une franchise sur vos assurances de dommages, puisque c'est le meilleur moyen de signaler que vous chercherez, c'est le meilleur moyen de votre côté de signaler que vous exemptez de l'aléa morale. Voilà, donc ce qui est un bon signal pour l'assureur, et de fait, il le prendra bien, puisqu'il vous permettra il vous prendra moins de primes d'assurance. Bon, conclusion sur l'autoprotection, donc on l'a dit, si l'assureur peut contrôler ou inciter efficacement à l'autoprotection, alors il y a complémentarité avec l'assurance. S'il ne peut pas, alors il y a substituabilité. Au passage, c'est pour ça que quoi ? C'est pour ça que, autant qu'on peut, ça a du sens de laisser filtrer une information qui est relative à l'éventuelle autoprotection ou aléa morale d'un assuré. Comme par exemple le fait de signaler à l'assureur des violations graves et répétées du code de la route. Ce qui se passe avec les points. Voilà. À l'extrême, en fait, l'aléa morale, vous le savez, ça peut se traduire par de la fraude. D'où, c'est le moment de parler de la fraude et donc de découverte ex post de l'existence de risque moral. Alors, en fait, la fraude, c'est un des sujets les plus intéressants en assurance, mais c'est le seul dont on ne parle jamais. Pourquoi ? Parce que les assureurs n'aiment pas parler de fraude, parce que, ça donne des mauvaises idées aux assurés, et c'est-à-dire que non seulement ça leur donne l'idée de frauder, mais ça leur donne les moyens de frauder. Donc du coup, on ne parle pas de fraude. Pourtant, c'est un domaine, la lutte contre la fraude, c'est un domaine super dynamique, parce que vous imaginez que c'est un des domaines d'application, de prédilection de l'intelligence artificielle.
Et donc, si ce qui vous intéresse, c'est les données, ou plutôt si ce qui vous intéresse, c'est les questions d'apprentissage machine et de trucs comme ça, il y a en fraude à l'assurance des boulevards qui sont en train de s'ouvrir, ou plutôt d'être plantés d'arbres, et donc il y a des occasions super intéressantes. Bon, alors pour l'instant, ce qu'on sait de l'assurance, c'est le rapport annuel de l'ALPHA, qui est l'agence pour la lutte contre la fraude à l'assurance. Je crois que la dernière fois que j'ai dû lire, ça devait être en 2016 pour 2015. Et donc, à l'époque, le montant annuel de la fraude à l'assurance était évalué à 2,5 milliards d'euros. Et il y a plus de 46 000 cas de fraude à l'assurance qui ont été identifiés en 2015. Alors, ce qui est intéressant, en fait, c'est de comprendre que la typologie de la fraude n'est pas du tout celle qu'on croit. C'est-à-dire que quand on pense fraude à l'assurance, on imagine des petits malins qui... Enfin, c'est que typiquement, la fraude à l'assurance historique, c'est le gars qui s'assure alors qu'il a déjà foutu le feu à sa grange ou qu'il s'y apprête. Et donc, le gars qui assure des valeurs trop élevées par rapport au bien qu'il assure, de manière à se faire rembourser en escroquant sur l'évaluation du bien. Bon, je ne sais pas si je vous ai raconté, mais typiquement en assurance maritime, l'escroquerie à l'assurance, c'est un vieux truc, parce qu'on en avait parlé avec Formion, avec le contre-Formion de Démosthène. En fait, l'idée d'acheter un bateau pourri, de mettre des marchandises minables et d'assurer tout ça pour 100 millions, de le faire couler au fond des Caraïbes et puis de dire « Ah ben, il y en avait pour 100 millions à bord », c'est quand même la tentation, d'accord, dans un monde où c'est très compliqué d'aller fouiller le navire qui a coulé. Et donc, l'escroquerie à l'assurance, on a le sentiment que c'est le mec qui s'assure pour pouvoir se faire rembourser les valeurs qu'il n'a pas. En fait, cette typologie-là, elle a pas mal changé. Bon, parce qu'il y a toujours des débiles qui pensent qu'ils vont attraper les assurances, les assureurs. Mais en fait, le vrai truc, c'est que justement, l'optimisation des algorithmes d'intelligence artificielle fait qu'on a découvert des catégories de fraude qui sont... alors, quand je dis on a découvert, oui, c'est clair, parce que en fait, le montant des fraudes qui sont découvertes avec le temps augmente très rapidement. Concrètement, on avait 45 millions de prestations qui n'ont pas été versées à des fraudeurs en 2003. On en était à 219 millions en 2014, alors qu'en 10 ans, l'inflation, elle n'a quand même pas été de 300%. Et 265 millions en 2015, c'est-à-dire que ça fait comme vous le voyez, une augmentation de 45 millions, c'est une augmentation de plus de 20% par an, justement parce qu'on progresse sur le sujet. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les algorithmes qu'on utilise, ils permettent maintenant de repérer la fraude effectuée par les prestataires et qui est... en fait, la plus grosse part de la fraude maintenant, c'est les prestataires. Pourquoi les prestataires? Parce que, par exemple, les réparateurs auto, ou bien les prestataires de services en santé, enfin les prestataires en particulier, les opticiens, enfin les gens qui vous vendent du paramédical. En effet, c'est extrêmement facile de quoi? Eh ben alors, en matière automobile, vous facturez des plaquettes d'origine et puis vous mettez des plaquettes qui sont pas de la marque. Enfin, j'entends des plaquettes de frein au moment où vous retapez la bagnole dont le train avant était cassé, d'accord? Vous facturez des pièces d'origine et puis vous mettez des pièces pas d'origine. Alors, évidemment, si c'est les jantes en alliage, ça se voit. Mais si c'est les plaquettes de frein, ça ne se voit pas, parce que personne ne va aller démonter les plaquettes pour vérifier si vous avez mis des plaquettes Porsche ou des plaquettes Zozo, d'accord, ou des trucs rachetés, récupérés dans une casse. Donc ça, c'est première forme d'escroquerie. Deuxième forme d'escroquerie, plus sophistiquée chez les prestataires en santé, c'est quoi? C'est en fait, vous facturez des traitements, enfin en gros, vous facturez d'autant plus que le client est plus assuré, et puis vous étalez les prestations sur plusieurs clients. Ou bien, tout simplement, vous faites vous rendez des services fictifs, c'est-à-dire que, je ne sais pas pourquoi, vous dites que vous mettez des verres progressifs et puis vous n'en mettez pas, ou vous faites une deuxième paire offerte avec des prestats qui ne servent à rien, mais vous dites au client, je vais vous faire une paire de solaires que je vous facture 1 euro,
mais je vous compte des vers progressifs sur l'autre paire sur laquelle je ne vous mets pas de vers progressifs. Concrètement, c'est parce que la deuxième paire, elle n'est pas remboursée par l'assureur, alors que sur la première paire, l'assureur rembourse les vers progressifs, et donc l'assureur va payer une prestation que vous n'avez pas faite pour que l'assuré puisse bénéficier d'un truc. Bon, alors ça, c'est avec la complicité de l'assuré, alors que dans le premier cas, c'était sans la complicité de l'assuré, c'est dans le dos de l'assuré. Enfin, toujours est-il que, concrètement, les prestataires qui font non pas un coup de temps en temps, mais qui ont un business construit sur ce genre de machin, ça finit par coûter cher aux assureurs. Voilà. Bon, alors quand je vous disais donc 2,5 milliards d'euros de fraude à l'assurance par an, en fait, c'est une estimation. Hein. Concrètement, en 2015, on avait topé 265 millions. Mais voilà. Donc, si on regarde le coût de tous ces trucs-là, bah, ce qu'on voit, c'est quand même que l'essentiel le plus gros poste en matière de fraude, ça reste l'incendie, traditionnellement. Et puis après, santé, voiture, etc., tout ça, c'est pas distingué. Bon, cela dit, la répartition des fraudes, c'est pas un truc absolument passionnant. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que en automobile, ouais, alors évidemment, oui, dans les dossiers de fraude, il y a toujours une différence. Enfin, c'est pas la même ventilation pour les nombres de dossiers et pour la proportion des coûts. Pourquoi ? Parce que typiquement, les RC corporels, donc RC corporel, c'est donc la responsabilité civile en corporel. C'est le remboursement par l'assureur du conducteur à un assuré qui est invalide du fait d'un accident dont l'assuré est responsable. Okay, donc, évidemment, ces histoires de RC corporel, c'est des très gros montants. Pourquoi c'est des très gros montants ? Parce que quand vous avez une rente d'invalidité à payer à quelqu'un pendant 40 ans, ou 50 ans, ou 60 ans, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup plus que changer des essuie-glaces ou réparer les plaquettes de frein. Et donc, évidemment, ça fait tout de suite des montants très importants. Comment est-ce qu'on peut frauder ? Comment est-ce qu'on peut faire de la fraude au corporel ? Avec la complicité des médecins, ou bien en étant soi-même un simulateur, ou bien les deux, mon capitaine. Bon, donc on voit que c'est là que, même s'il n'y a pas beaucoup de dossiers, c'est là qu'il y a des trucs qui se jouent. Bon, je ne vais pas continuer avec la fraude parce que concrètement, un, on n'en sait rien. Deux, c'est un truc passionnant. Ce qui est passionnant, c'est l'intelligence artificielle qui est derrière. Mais sinon, le côté statistique de la fraude, il est évidemment très douteux, puisque c'est des inférences à partir de pas grand-chose, parce que par définition, la fraude importante, c'est celle qu'on n'attrape pas. Et comme on l'a vu, on estime en gros la fraude à 10 fois le montant de ce qu'on attrape. C'est une estimation au doigt mouillé. Bon, alors comme promis, là où ça devient plus intéressant, c'est quand on commence à aborder les questions de segmentation. Et donc on va faire ça en deux temps. Segmentation, d'abord, on connaît effectivement la segmentation. Et puis ensuite, segmentation, on ne connaît pas la segmentation, et il va falloir... Donc on a de la symétrie d'information. Mais d'abord, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de segmentation ? On parle du fait qu'on a une population dans laquelle il y a des risques élevés et des risques bas. Et donc, on va différencier entre PB, une probabilité basse, et PH, une probabilité haute. D'accord ? Donc, B, c'est les bas risques, et H, c'est les hauts risques. Bon, et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe ? On a deux sous-populations et deux états différents. Et quoi ? En fait, rien du tout. C'est-à-dire que dans un premier temps, si on ne sait pas reconnaître les risques, et si encore mieux les risques ne se reconnaissent pas eux-mêmes, on peut très bien appliquer à tout le monde une probabilité moyenne P bar, qui est donc la proportion du nombre de sinistres à haut risque, donc qu'on va appeler R. Donc P bar, c'est R point la probabilité de sinistre pour les hauts risques, plus 1 moins R, donc la proportion des bas risques, multipliée par la probabilité pour les bas risques. Donc si personne ne reconnaît les bons des mauvais, on considère qu'on a un risque, on a une probabilité moyenne P bar dans la population, et on fait comme si on avait une population homogène avec un risque P bar. Okay. Et la question maintenant, c'est qu'est-ce qui se passe si
si de fait, l'assureur, il sait reconnaître PH et PB, enfin, les hauts risques et les bas risques. Qu'est-ce qui se passe? En fait, concrètement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va proposer quoi? Il va proposer 2 contrats d'assurance différents. Un contrat d'assurance pour les hauts risques qui va être tarifé avec le risque H, enfin avec la probabilité PH, et puis un contrat d'assurance pour les bas risques qui va être tarifé d'après le risque PB. Et puis quoi? Et puis on est donc dans une magnifique représentation graphique où on voit en fait que, on imagine que alors, ce qui est un peu, ce qui est un peu satisfaisant, c'est que là, le point I, ça représente un point moyen, puisque, et donc de fait, alors R0 est la même pour tout le monde, mais vous voyez que le R0 moins D, qui est projeté sur l'axe des ordonnées, ce R0 moins D, il correspond à la probabilité moyenne. Donc, et il y a 2 droites d'assurance. Il y a IH étoile, qui est en gros la droite des opportunités d'assurance pour les hauts risques, et puis IB étoile, qui est la droite d'opportunité d'assurance pour les bas risques. Et vous remarquez au passage, donc B étoile et H étoile, ce sont les points d'assurance complète pour les bas risques et les hauts risques. C'est pour ça que B étoile et H étoile sont sur la droite à 45 degrés, sur la première bisectrice, si vous voulez. En effet, puisque c'est de l'assurance complète, ça veut dire qu'on a le même niveau de richesse dans les 2 états de la nature. Et vous voyez que B étoile est au-dessus, et d'ailleurs à droite, de H étoile, tout simplement parce que comme la probabilité de sinistre des bas risques est plus faible, on leur fait payer une prime d'assurance plus faible aussi, et donc du coup, ils ont à la fois une utilité plus élevée, enfin, un niveau de richesse plus élevé dans l'état sans risque, puisque on leur fait payer une prime moindre, et puis du coup, ils ont aussi un niveau de richesse plus élevé dans l'état avec survenue du sinistre, puisque c'est la même. Donc, si elle était plus élevée, elle reste plus élevée. D'accord. Alors, du coup, ce qui se passe, c'est que évidemment, l'utilité des bons risques, et enfin le bien-être des bons risques, il est supérieur au bien-être des mauvais risques. Parce que les bons risques, ils sont mieux dans les 2 états de la nature, donc c'est mieux pour eux, ils sont sur une courbe d'indifférence au-dessus. Bon, et alors, en fait, ce qui se passe, c'est que dans ce cas-là, si effectivement l'assureur peut reconnaître les bons et les mauvais risques, il est obligé de segmenter, c'est-à-dire qu'il est bien obligé de faire 2 contrats, un contrat pour les bons risques et un contrat pour les mauvais risques, parce que s'il ne fait pas de contrat différent, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il va se faire écrémer. Il va se faire écrémer, c'est-à-dire que si par exemple, il décide de faire un contrat qui correspond à la ligne pointillée, et la ligne pointillée étant le contrat relatif au risque moyen, donc le P bar dont on a dit que c'était RPH plus 1 moins RPB. Donc s'il fait un seul contrat qui est là-dessus, qu'est-ce qui se passe? Il va se passer qu'il va y avoir un assureur qui va proposer des contrats moins chers au bon risque, qui va prendre les bons risques, et le premier assureur va se retrouver avec tous les mauvais risques qui paieront un contrat, qui paieront l'assurance au prix pi bar est égal à P bar fois 1 plus lambda. Ce ne sera pas suffisant pour assurer les mauvais risques et l'assureur va perdre de l'argent. Tandis que celui qui l'a écrémé aura tous les bons risques et il les emmènera au paradis. Bon, alors, ça, c'est pour le début du commencement de la théorie. En fait, là où c'est intéressant, la segmentation, c'est qu'il faut comprendre que n'importe quel marché, et en particulier n'importe quel marché émergent, c'est le lieu d'une segmentation dynamique. C'est-à-dire que quand vous arrivez sur un marché, vous n'avez pas la moindre idée de ce qu'il y a comme classe de risque sur le marché. De toute façon, quand vous commencez l'assurance, vous n'avez pas de statistiques. C'est complètement illusoire de croire que l'assureur, c'est le mec, il arrive, il a des stats, et puis il dit, tiens, je vais vous pricer le truc. En fait, il ne peut rien pricer du tout dans la mesure où il y va au pif. Bon, et c'est avec des données des années précédentes qu'il va avoir une idée des sous-populations et donc des risques différents qu'il y a sur un marché et qu'il va pouvoir élaborer son tarif. Du coup, un assureur qui arrive sur un marché, en particulier en non-vie, en vie, c'est quand même un peu plus connu, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a quand même des tables de mortalité et puis ça fait 300 ans qu'il y en a. Mais et on sait que ce n'est pas les mêmes par pays, etc. Mais en fait, on a plein de formules d'approximation pour les tables de mortalité, c'est passionnant. Mais en revanche, en non-vie,
c'est quoi le taux de sinistre sur des satellites que vous lancez sur tel lanceur à telle saison de l'année, avec tel profil de poids et de je ne sais pas quoi du satellite. Tant que vous n'avez pas essayé, vous n'avez pas la moindre idée. Bon, donc en fait, quand vous commencez à assurer un marché, vous ne savez pas. Dans la pratique, vous allez repérer les bons et les mauvais risques, et puis en repérant les bons et les mauvais risques, vous allez les segmenter. Et segmenter, ça veut dire faire des tarifs différents. Et puis, vous allez garder ceux que vous avez envie de garder, et vous n'allez pas garder ceux que vous n'avez pas envie de garder. Bon, donc, typiquement, toute l'histoire des gros marchés d'assurance, c'est des histoires de segmentation, où les mecs qui sont malins, c'est ceux qui s'en sortent, c'est ceux qui réussissent à segmenter, et soit à faire payer, soit les mauvais risques. S'il y a quelqu'un qui veut les prendre pour moins cher que vous, tant mieux pour eux. Hein, mais, alors, là où ça devient compliqué, en fait, c'est que la segmentation, ce n'est pas un processus sans limite. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, quand les classes de risques sont trop étroites, vous avez beaucoup de variabilité, et du coup, ce que vous pourriez gagner en segmentant, vous risquez de le perdre en variabilité. Et donc, la dynamique de la segmentation, c'est un truc assez compliqué. D'abord parce qu'on voit qu'il y a un effet d'apprentissage dans la détermination des probabilités de sinistres des différentes classes, et parce qu'il y a certainement une taille optimale de classe de risque, et cette taille optimale de classe de risque est fonction de plein de trucs, mais y compris par exemple des normes prudentielles. Donc, comme tout ça est vague, je vous propose qu'on procède sur un exemple. Et donc, sur un exemple où on a en fait deux dimensions de segmentation, et on va voir comment ça se passe concrètement de segmenter ou pas. Bon, donc cet exemple que je dois à Arthur Charpentier, qui est un prof d'actuariat en fait, c'est un Rennais, Arthur Charpentier, mais qui est parti qui a eu un poste à Montréal. On avait essayé de le faire venir à Paris 1, pour tout vous dire, mais il a préféré aller à Montréal, où il a de meilleures conditions d'enseignement, de recherche et de vie. Mais n'empêche que, on l'avait fait écrire dans Risque, justement sur les limites de la segmentation. Donc, cet article, il montre à la fois l'intérêt de la segmentation pour les assureurs, ou plus précisément, pourquoi ceux qui ne segmentent pas perdent de l'argent, mais il montre aussi les limites, parce que quand les classes de risque sont trop petites, vous avez trop de variabilité. Donc, on part d'une population où, en fait, il y a des classes de risque qui sont déterminées et par l'âge et par la localisation géographique. Donc, concrètement, on a des urbains et des campagnards, et on a des jeunes, des moins jeunes et des encore moins jeunes, qu'on va appeler des seniors. Et quoi ? Eh bien, en fait, ce qu'on a dans le tableau, c'est deux choses. C'est la sinistralité, d'une part, donc, qui s'exprime en pourcent, et puis la population qui s'exprime entre parenthèses. Donc, concrètement, si je prends la première case, les jeunes en ville, il y a 500 assurés potentiels, et leur taux de sinistre, c'est 12% par an. Bon, le taux de sinistre, on considère que tous les sinistres valent 1 000 €, et puis on n'y pense plus. Alors que si on prend les vieux à la campagne, par exemple, leur taux de sinistre, c'est 4% par an, et ils sont 500. Donc puisqu'on a des classes, il faut aussi qu'on voit ce qui se passe si on n'arrive pas à les segmenter. Donc quoi ? Donc par exemple, si on prend les jeunes, si on n'arrive pas à segmenter géographiquement, mais qu'on arrive à segmenter par âge, les jeunes, en moyenne, ils vont avoir 10% de sinistres, parce que c'est 12% à la ville, 8% à la campagne, et ils sont 1 000 en tout. Les moins jeunes, ils sont 2 000 en ville et 1 000 à la campagne. Donc le taux de sinistre moyen, c'est 2 x 9 plus 1 x 6, 67, divisé par 3. Donc ça nous fait 8,22%. Et les seniors, ils sont la moitié à la campagne, la moitié à la ville, avec des taux de sinistre de 9 et 4%, et donc un taux moyen de 6,5. OK. Si maintenant on arrive à segmenter par localisation géographique, mais pas par âge, alors quoi ? Alors on voit qu'il y a 3000 citadins dans notre pays, sur l'Ande, et donc il y en a 500, c'est des jeunes, ils ont 12% de sinistres, il y en a 2000, c'est des moins jeunes, ils ont 9% de sinistres, il y en a 500, c'est des seniors, ils ont 9% de sinistres. Donc la moyenne de tout ça, c'est quoi ? C'est 5 x 12 plus 20 x 9 plus 5 x 9 divisé par 30, ça fait 9,5%. Bon, et puis, pour finir, si on fait la moyenne complète, on est à 8,23%. D'accord ? Et donc la question, c'est comment ça se goupille si on pardon,
si on ne segmente pas et si on segmente plus ou moins imparfaitement. Donc, première variation. Maintenant, si on a un assureur qui décide de segmenter parfaitement, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, alors, 8,23%, c'est la prime moyenne. Donc ça, ce serait celle de l'assureur qui ne segmente pas du tout. L'assureur qui ne segmente pas du tout, il va faire payer la prime moyenne à tout le monde. Et comme le sinistre vaut 1 000 euros, si vous avez 8,23% de chance d'avoir un accident, la prime pure, ça va être 82,30 euros. 23 fois 1000. À l'inverse, celui qui segmente parfaitement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire payer 8% aux jeunes à la campagne. Donc, il va proposer une prime à 80 euros aux jeunes à la campagne. Et puis, les jeunes de la ville, ils vont se retrouver chez l'assureur qui ne segmente pas à payer 82,30 euros. Il va faire payer 66,70 euros aux moins jeunes qui vivent à la campagne. Et puis, les moins jeunes qui vivent à la ville, ils vont se retrouver à aller chez l'assureur qui ne segmente pas à 82,30 euros pour ne pas payer 90 euros chez l'assureur qui segmente. Et puis, il va faire payer 40 euros aux seniors à la campagne. Et puis, les seniors à la ville, pareil, ils vont se retrouver chez l'assureur qui ne segmente pas. Du coup, on va avoir en fait deux profils. L'assureur qui segmente parfaitement, il va prendre tous les campagnards. Alors, les jeunes à 80 boules, les moins jeunes à 66,70 euros, et puis les vieux à 40. Et puis, l'assureur qui ne segmente pas, il va prendre tout le monde à 82,30 euros, mais évidemment, en fait, il va prendre que les citadins. Les jeunes de la ville, parce que l'assureur les assurait à 120, enfin l'assureur qui segmente. Les moins jeunes de la ville, parce que l'assureur qui segmente les assurait à 90, et les vieux de la ville, parce que l'assureur qui segmente les assurait aussi à 90. En fait, les vieux à la ville, les vieux et les moins jeunes, ils ont la même prime d'assurance, parce que même si les vieux roulent moins, ils ont plus d'accidents par kilomètre. Ça, c'est juste pour m'attirer des problèmes avec les vieux. Si vous permettez, j'ai mis vraiment mon activité de vieux favori, c'est à bord de l'eau. Voilà, excusez-moi. Alors, quand maintenant on compte les primes collectées par les deux assureurs, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'assureur qui ne segmente pas, il assure 500 jeunes, 500 vieux et 2000 ni jeunes ni vieux, donc il assure 3000 personnes. Et à ces 3000 personnes, il leur fait payer en moyenne 82,30 euros. Donc au total, il collecte 246 900 euros de primes. D'où le 246,9 dans la cellule prime en kilo-euros. Et puis quoi? Il a 12% de prime chez ces 500 jeunes. Pardon, il a 12% d'accidents chez ces 500 jeunes. C'est-à-dire donc qu'il va avoir 60 accidents. Et puis, il a 9% d'accidents chez les moins jeunes. Donc 9% de 2000, ça va lui faire 180 accidents. Et puis, il a encore 9% d'accidents chez les vieux, ce qui va lui faire encore 45 accidents. Et donc, au total, il a 285 sinistres à indemniser. À 1 000 euros le sinistre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va en avoir pour 285 000 euros de règlement des sinistres. Et donc, il a 285 000 euros de dépenses d'indemnisation des sinistres contre 246 000 euros 90 de prime. Donc, son ratio sinistre sur prime va être de 285 sur 246,9, c'est-à-dire 115%. C'est nul, enfin, c'est une calamité. Évidemment, le ratio sinistre sur prime, il vaut mieux qu'il soit inférieur à 1, et même on considère d'ailleurs qu'il vaut mieux qu'il soit inférieur à 0,7, puisque avec tous les frais divers, si on parle des primes brutes en particulier, il faut que le rapport S sur P soit le plus petit possible, mais même avec des primes nettes, il vaut mieux qu'il soit nettement inférieur à 1. Bon, donc là, clairement, l'assureur perd du fric. Les deux dernières lignes, IC, c'est en fait l'intervalle de confiance à 95%, enfin, c'est les bornes de l'intervalle de confiance à 95% du ratio sinistre sur prime. C'est-à-dire que le ratio sinistre sur prime, c'est 115,4% en moyenne. Mais si on considère que la survenue d'un accident, ou plutôt que chaque assuré est une variable de Bernoulli, avec une probabilité de sinistre qui est la probabilité qu'on a donnée, à ce moment-là, le ratio sinistre sur prime,
il est 215%, ok, mais en fait, avec un niveau de confiance de 95%, il est dans un intervalle qui est entre 106 et 124%. Donc 115 moins 9, 115 plus 9. Et l'assureur réalise 66% de part de marché. Donc il prend 66% de part de marché pour faire de la perte. L'assureur qui segmente, lui, on a vu, il prend les campagnards. Donc il a 500 jeunes, 500 jeunes à la campagne x 80 000, donc ça lui fait 40 000 euros de chiffre d'affaires. Il a 1000 moins jeunes à la ville à 66,70 €, donc ça lui fait 66 700 euros de chiffre d'affaires. Et il a 500 vieux à la campagne, chacun 40 euros, donc ça lui fait 20 000 euros de chiffre d'affaires. Donc au total, il fait 126 000 euros de chiffre d'affaires. Et puisque c'est des primes pures, il ne réalise aucun profit. Donc son rapport sinistre sur prime, c'est 100%. Et chose intéressante, son rapport sinistre sur prime, c'est 100%, mais l'intervalle de confiance autour de 100%, c'est 10,5%. Donc, du coup, en fait, son vrai ratio sinistre sur prime à 95% de chance, il est entre 89,5 et 110,5. Et au passage, puisque vous êtes incollable en théorème central limite, vous savez qu'il a une chance sur deux de perdre du fric. Puisque son ratio sinistre sur prime, c'est 100%, ça veut dire que la moitié du temps, il est au-dessus et la moitié du temps, il est en dessous. Donc, la moitié du temps, il perd de l'argent, la moitié du temps, il en gagne, si du moins, il n'a pas d'autres frais. Voilà. Et cela étant dit, il a une part de marché qui est un tout petit peu plus d'un tiers. Donc ça, c'était le cas où il n'y a qu'un seul des deux assureurs qui segmente et pas l'autre. Et on voit donc que celui qui segmente, il est crème, c'est-à-dire il prend les bons risques, ou plutôt, plus précisément, il prend les risques les moins chers, puisque c'est pour ça qu'il les écrème, c'est parce qu'il leur propose un tarif qui les attire, tandis que le tarif qu'il propose au mauvais risque, il n'est pas bon. Bien. Alors maintenant, on peut imaginer aussi une segmentation qui serait pas parfaite. D'accord ? Par exemple, si on imagine une segmentation géographique, en fait, la segmentation géographique, ça va nous donner à peu près la même chose, puisque ce qu'on a vu, c'est que l'assureur qui segmente parfaitement, de fait, ce qu'il fait, c'est qu'il segmente les gens de la campagne. Donc, si on fait une segmentation géographique, pardon, qu'est-ce qui se passe ? On propose le prix moyen du contrat aux campagnards, et donc, de fait, on se retrouve avec la même part de marché, même si le contrat... ce qui se passe si on voyez, ce qui se passe si on, comment dire, si on propose le coût moyen, enfin le tarif moyen à tous les assurés de la campagne, on va opérer un transfert des vieux vers les autres catégories. Puisque les vieux, ils payaient que 40, là on leur propose de payer 23 de plus. Ça va faire baisser le tarif des jeunes, ça va faire même un petit peu baisser le tarif des moins jeunes. Et donc les vieux subventionnent les autres. En revanche, toujours pour la même raison, à la ville, même si on a aussi un prix moyen, ce prix moyen, il permet évidemment pas de couvrir le coût des sinistres, puisqu'on a la même répartition des primes, on a les mêmes parts de marché, et on a la même répartition des sinistres, et on a donc les mêmes ratios sinistres sur prime et le même intervalle de confiance. Ce qui change un peu, c'est si cette fois-ci on segmente par âge. Pourquoi ? Parce que, en fait, si on segmente, s'il y a un des deux assureurs qui segmente par âge et pas l'autre, en fait, l'assureur qui segmente par âge, il va attirer les seniors qui ont un risque inférieur à la moyenne. Il va attirer les conducteurs pas tout à fait jeunes, parce qu'eux aussi ils ont un risque inférieur à la moyenne. Et puis, il ne va pas attirer les jeunes, puisque les jeunes, ils ont un risque supérieur à la moyenne, et donc les jeunes qui ont un risque supérieur à la moyenne, ils vont aller chez l'assureur qui propose la prime moyenne. Et donc l'assureur qui propose la prime moyenne, cette fois-ci, il va se retrouver avec une plus petite part de marché puisqu'il a que les jeunes, mais il va continuer de ne pas pouvoir couvrir ses coûts puisqu'il fait payer un prix qui est inférieur à la prime pure, tandis que l'autre assureur, qui a segmenté par âge, donc va avoir les vieux et puis les gens dans la force de l'âge. Donc il ne gagne pas d'argent dans ce modèle-là, puisqu'on est à la prime pure, mais il rafle une grosse part du marché. Et ce qu'on voit, c'est que apparemment les écarts types n'ont pas tellement changé, parce que je pense que je ne me suis pas gouré dans les calculs, mais ça n'a pas tellement changé. Bon, là où ça devient plus amusant, c'est quand on a quatre compagnies, d'accord, c'est-à-dire l'une qui ne segmente pas,
l'autre qui segmente suivant le domicile, la troisième qui segmente suivant l'âge, et la dernière qui segmente parfaitement. Pourquoi c'est amusant? Parce qu'en fait, ce qu'on va voir, c'est que celle qui segmente à fond, elle va se retrouver juste avec une toute petite niche. Et du coup, elle va avoir une grande variabilité sur ses résultats. Et du coup, même si apparemment elle n'a que des très bons risques, le fait qu'elle n'en ait pas beaucoup, ça va faire qu'elle n'est pas forcément intéressante du point de vue de l'actionnaire, du point de vue du rendement qu'elle va permettre de dégager. Alors ici, on a rajouté une ligne, c'est-à-dire qu'en plus des bornes de l'intervalle de confiance à 95%, on a ajouté le quantile 99,5% de distribution du ratio sinistre sur prime. Donc on a rajouté en fait la value at risk à 99,5% du ratio sinistre sur prime. Juste pour indiquer, la distribution du ratio sinistre sur prime d'une autre manière, enfin, une distribution plus large encore qu'en prenant l'intervalle de confiance à 95%. Bon, alors, si on considère d'abord le cas de la segmentation parfaite. En fait, celui qui pratique la segmentation parfaite, qu'est-ce qui se passe? Son tarif va être tel qu'il ne va attirer en fait que les... Pardon, j'ai oublié un détail, c'est que dans la segmentation géographique, celui qui pratique la segmentation géographique, il va aussi avoir les lieux de la campagne. Voilà. D'avoir fait ça, c'était pas une bonne idée, enfin peu importe. C'est pas une bonne idée puisque le rond n'apparaît que plus tard. Bon, donc, en fait, celui qui ne segmente pas, il va se retrouver avec les plus chers, c'est-à-dire les jeunes de la ville. Bon. Celui qui segmente parfaitement, il va se retrouver avec les moins chers, c'est-à-dire les vieux de la campagne. Celui qui fait une pure segmentation géographique, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Suis-je bête? Pardon. Je vais y arriver, oui. Donc, celui qui fait une pure segmentation géographique, il a les jeunes de la campagne et les expérimentés de la campagne. Celui qui fait une segmentation par âge, il va avoir les expérimentés de la ville et les vieux de la ville. Et celui qui ne segmente pas du tout, il a juste les jeunes de la ville. Bon, alors du coup, dans nos 4 compagnies, ce qu'on voit, c'est que celui qui pratique la segmentation parfaite, en fait, il n'a que 500 clients, c'est les jeunes, les jeunes de la campagne, pardon. Et donc, il a un tout petit chiffre d'affaires, il n'a que 5,7% de part de marché. Apparemment, il ne va pas perdre d'argent puisqu'il n'a que des bons risques. Seulement, en fait, son ratio sinistre sur prime est extrêmement variable. Pourquoi il est extrêmement variable? Parce que justement, comme il a très peu de clients, comme vous le savez, la variance d'une somme de variables aléatoires indépendantes, en fait, elle ne progresse pas aussi vite que le nombre de variables. Puisque typiquement, la variance du nombre de sinistres, la variance du nombre de sinistres, c'est du nombre de sinistres, hein, pas du montant des sinistres, mais la variance du nombre de sinistres, c'est sigma sur n. Et donc, non, pardon. Sigma sur racine de n, ça c'est l'écart type. Donc c'est sigma 2 sur n, la variance du nombre de sinistres. Et donc, de fait, pardon, je vais y arriver, oui. Et donc, de fait, quand on a des petites mutualités, on se retrouve avec plus de variabilité. Si bien que, même si, en moyenne, celui qui a que les bons risques par rapport aux autres, il se retrouve dans une situation où il est plus profitable en moyenne, il peut avoir des écarts importants, puisqu'on voit que le quantile 99,5 du ratio sinistre sur prime, il est 160% dans le cas de la segmentation parfaite, il est beaucoup plus faible dans le cas de la segmentation géographique ou de la segmentation par âge, parce que ceux-ci ont des parts de marché plus importantes. Et donc, alors même qu'ils ont un ratio sinistre sur prime plus mauvais, donc concrètement, ils perdent du fric, dans le cas présent. Après, ils peuvent mettre un chargement qui fait qu'ils vont se retrouver. Ils ne sont pas obligés de charger juste la prime pure. Mais même s'ils perdent du fric en moyenne, ils ont une chance plus faible d'en perdre beaucoup, ce qui est quand même paradoxal. C'est-à-dire qu'en moyenne, ils ne gagnent pas d'argent,
Mais vous voyez que concrètement, celui qui segmente parfaitement, il a une probabilité 0,5% d'être à 160 de ratio sinistre sur prime, et donc d'avoir une perte d'exploitation qui est 60% des primes qu'il a facturées. Alors que, avec la même probabilité, on est seulement à 134% dans le cas de la segmentation géographique et 140% dans le cas de la segmentation par âge. Et celui qui ne segmente pas, alors lui, il a effectivement un quantile très élevé et un ratio sinistre sur prime pourri en moyenne. D'accord. Et donc, l'intérêt de cet exemple, c'est de montrer que si on ne segmente pas, de toute façon, on va se retrouver avec les tocards à qui on ne fait pas assez payer, ça d'accord. Mais 2, si on segmente à fond, on va se retrouver avec des mutualités toutes petites. Et du coup, on ne pourra pas forcément. Alors d'abord, il y aura un problème d'amortissement des coûts fixes, c'est un premier problème. Et puis deuxièmement, il y aura un problème de variabilité. Et en fait, il y a un théorème de Feller, sans ne va pas revenir là-dessus, mais on ne va pas détailler ça, mais il y a un théorème de Feller qui montre que le meilleur moyen de minimiser la variance dans une population de variables de Bernoulli, de paramètres qui ne sont pas égaux, c'est de n'avoir qu'une seule mutualité avec toutes les variables de Bernoulli de paramètres inégales, alors que si on range les variables de Bernoulli par sous-population, on va on va avoir une variance plus forte. Évidemment, la variance totale est la même. Mais ce que je veux dire, c'est que concrètement, pour un assureur, vous maximisez la variance par rapport au chiffre d'affaires si vous faites des sous-populations. Et donc, en fait, la segmentation, elle trouve une limite qui, en particulier, si vous avez, par exemple, une attention au quantile extrême de la distribution du ratio sinistre sur prime. C'est-à-dire ce qui doit être le truc de base quand on fait de la gestion prudentielle des compagnies d'assurance. Donc l'idée, c'est qu'en fait, que la segmentation, elle n'est pas sans limite, parce qu'elle serait sans limite si on n'avait pas de problème de variabilité. Et elle serait sans limite si, en particulier, il n'y avait pas un contrôleur qui demandait d'avoir des capitaux propres quand on fait face à la variabilité. Et parce qu'il y a des capitaux propres pour faire face à la variabilité, et parce qu'il y a un problème de variabilité, de fait, la segmentation n'est pas sans limite. Et pour l'instant, les GAFAM, qui ont plein d'informations sur les gens, dont on pourrait penser qu'ils peuvent l'utiliser pour tarifer plus efficacement que les assureurs eux-mêmes, ils rechignent à se lancer dans l'assurance parce qu'ils ont compris ce paradoxe, qui est que si vous êtes capable d'évaluer très précisément le prix de l'assurance de la mère Michel, mais qu'elle est toute seule dans sa mutualité, ça ne va pas le faire. Bon, alors, ça, c'était le cas où, en fait, les assureurs sont capables de segmenter, c'est-à-dire qu'ils ont reconnu les vraies probabilités. Enfin, même si on a vu que, là, on est la dernière partie de l'exemple de Charpentier, c'était le cas où il y a un assureur qui peut segmenter parfaitement parce qu'il a perçu toutes les probabilités. Et puis, il y a deux autres assureurs qui n'ont pas perçu toutes les distinctions, puisqu'il y en a un qui a perçu la différence entre les origines géographiques et l'autre qui a perçu la différence d'âge. Puis le dernier assureur, lui, il n'a rien vu du tout, il n'a pas été capable de discerner. Donc lui, il est en situation d'asymétrie d'information complète. Et justement, c'est intéressant de théoriser aussi la symétrie d'information parce que il y a une situation qui est... Enfin, en général, la situation des assureurs est plus subtile que ce que le montre cet exemple, dans la mesure où, concrètement, l'assureur qui propose le même tarif aux jeunes et aux moins jeunes, il n'est pas juste ignorant des probabilités, il est couillon. Dans la mesure où on sait bien que les jeunes sont plus... Enfin, les jeunes, surtout les jeunes garçons. On sait bien que les jeunes garçons sont plus dangereux au volant que les autres. La question, c'est on ne sait pas combien ils sont plus dangereux. Donc, de fait, on ne sait pas forcément tarifer correctement. Mais on sait qu'ils sont plus dangereux. Donc, il faut faire quelque chose. Et alors, le gros papier sur le sujet, c'est évidemment un papier de Stiglitz, avec Rothschild. Et Rothschild, je vous rappelle que Rothschild et Stiglitz, c'est eux qui ont inventé la dominance stochastique d'ordre 2, d'accord. Donc, dans la foulée du papier sur la dominance stochastique, ils ont fait un papier sur la symétrie d'information sur les marchés d'assurance. On est exactement dans le cas qu'on a décrit tout à l'heure, c'est-à-dire on a des mauvais risques H et des bons risques B. On a une proportion de mauvais risques qui est R, d'accord. Mais sauf que cette fois-ci, on a exactement le même croisement entre les États
et comment dire, et les catégories, les caractéristiques des individus, sauf que l'assureur ne reconnaît pas les risques. Et alors, si l'assureur ne reconnaît pas les risques, c'est plus ennuyeux parce qu'il ne peut pas, avec risque, le contrat optimal. Pourquoi il ne peut pas proposer à chaque risque le contrat optimal? Parce qu'il est bien évident que s'il propose un contrat qui permet au bon risque d'être au point B étoile, et donc de se trouver avec le même niveau de richesse dans l'état où le sinistre arrive et dans l'état où le sinistre n'arrive pas, les hauts risques, ils vont vouloir acheter ce contrat aussi, puisqu'on voit que les hauts risques, ça va les amener à une situation d'utilité largement supérieure. Dans la mesure où, du fait que ce sont des hauts risques, ils ont une probabilité de sinistre plus élevée, et comme ils ont une probabilité de sinistre plus élevée, il faut qu'ils payent une prime d'assurance plus forte, ce qui leur donne une utilité moins grande, évidemment, un niveau de richesse moins grand dans le cas où il n'y a pas de risque, et un niveau de richesse moins grand dans le cas où il y a le risque, où le sinistre se réalise. Pardon. Bref, évidemment, les mauvais risques, les risques élevés, ils veulent le contrat des risques bas. Et si vous ne pouvez pas les reconnaître, il y a un problème. Et le problème, c'est quoi? Le problème, en fait, vous le voyez quand vous regardez la courbe d'indifférence des risques élevés qui est tangente. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est qu'il va falloir proposer au bon risque un contrat qui est en dessous de cette courbe d'indifférence des mauvais risques tangente à H étoile. En effet, si vous proposez le contrat B', alors ce contrat B', il est quoi? Il est en dessous de la courbe d'indifférence de l'assurance totale des mauvais risques. Et donc, puisqu'il est en dessous de la courbe d'indifférence de l'assurance totale des mauvais risques, il ne va pas intéresser les mauvais risques, hein, ce contrat B'. Oui, il est en dessous de la courbe d'indifférence. Donc, il n'intéresse pas les mauvais risques. En revanche, il intéresse les bons risques. Pourquoi? Parce qu'on voit évidemment que B' est sur une courbe d'indifférence qui est supérieure à I. Et donc, de fait, ce qui va se passer en situation d'asymétrie d'information, c'est que, certes, l'assureur ne connaît pas la proportion des bons risques. Il peut connaître la proportion des bons risques et des mauvais risques, mais il ne sait pas reconnaître, il ne sait pas faire la différence entre les bons risques et les mauvais risques. Pardon. En revanche, on peut imaginer qu'il connaît les préférences des bons risques et des mauvais risques. Et à ce moment-là, il va pouvoir proposer deux contrats différents, qu'on va appeler les contrats séparateurs, qui vont en fait conduire les risques, les agents eux-mêmes, à se sélectionner, puisque les bons risques, ils vont accepter une assurance très partielle, mais à un prix très faible, alors que les mauvais risques, ils vont accepter de payer plein pot pour avoir une assurance complète. Bon, et donc pour que ceci ait du sens, il faut évidemment que l'assureur connaisse les courbes d'indifférence des uns et des autres, en plus de connaître les situations objectives de risque. En 1976, ce qui est amusant, c'est que ce truc est passé comme une lettre à la poste, alors qu'il y avait quand même un côté science-fiction à se dire je connais les courbes d'indifférence des mauvais risques et les courbes d'indifférence des bons risques. Déjà, je connais pas les probabilités de sinistre, alors encore plus les. Bon, maintenant, on peut dire oui, mais vous comprenez, avec les données de navigation, les cookies, tout ça, je connais exactement votre profil de. Bref. En revanche, blague à part, il y a un article fascinant de Malray dans la Revue française d'économie sur l'évolution de l'assurance, ça devait être en 2017, je pense, où Malray montre comment les assureurs, je devrais peut-être en faire un résumé la prochaine fois, les expériences de psychologie expérimentale en assurance. En fait, les assureurs testent des évolutions de tarifs sur une partie de leur clientèle pour voir comment les clients réagissent. Donc, ils testent des évolutions de primes absolument indépendantes de l'évolution de sinistralité. Et puis, ils regardent si vous gardez votre contrat ou si vous résiliez. Parce qu'ils veulent voir, en gros, combien ils peuvent faire payer. Et après, ils régressent sur vos caractéristiques perso. Et puis, ils se disent, pour les instituteurs de province, ils encaissent 3% par an, pas de problème. Donc, tous les instituteurs de province, on va leur mettre 3% par an. Je ferme la parenthèse. Donc, ils ne savent pas reconnaître les bons et les mauvais risques. Enfin, il y a des cas où ils ne savent pas, mais il y a des cas où ils savent bien, et en plus de reconnaître les bons et les mauvais risques, ils commencent à reconnaître les psychologies. Donc, on y est. Bon, bref. Donc, le cas d'asymétrie d'information, c'est-à-dire le cas où l'assureur ne sait pas reconnaître les bons et les mauvais risques, on fait l'hypothèse qu'il connaît quand même les préférences des agents, et il connaît les profils de risque. Il sait
quelles sont les probabilités de survenance du sinistre pour les bons et pour les mauvais risques. Ce qui ne sait pas reconnaître, c'est si chaque personne qui vient acheter le contrat d'assurance est un bon ou un mauvais risque. C'est là-dessus seulement que porte la symétrie d'information. D'accord ? Bon, et donc, de fait, ce contrat séparateur, ou plutôt ces deux contrats qui proposent un équilibre séparateur, c'est le remède à la symétrie d'information et c'est le remède à l'antisélection. Puisque, en revanche, c'est clair que si vous proposez le contrat mélangeant, qui est la ligne pointillée là, ben, il va y avoir un assureur qui va venir écrémer les bons risques. Comment ? Ben, en proposant ce contrat-là, il va vous écrémer vos bons risques. Évidemment, l'assureur qui propose un contrat B étoile, il ne va pas écrémer les bons risques, il va écrémer tout le monde, mais il va perdre de l'argent. Mais l'assureur, si vous proposez le contrat mélangeant, pour écrémer, un assureur peut très bien proposer un contrat d'assurance incomplète, mais à un prix très faible, de sorte qu'il va attirer les très bons risques. Mais de sorte que aussi, il va se retrouver avec une toute petite mutualité sur laquelle il va probablement avoir du mal à gagner de l'argent. Et puis, alors, il y a un autre problème, en fait. L'autre problème, c'est que si R est petit, c'est-à-dire si la proportion des mauvais risques est trop faible, on voit là que la proportion des mauvais risques, elle est significative. Pourquoi ? Puisque la ligne pointillée qui représente le risque moyen, elle est au tiers du chemin entre H étoile et B étoile. C'est qu'il y a en gros un tiers de mauvais risques dans la population. Comme il y a un tiers de mauvais risques dans la population, ça veut dire que entre le point d'intersection de la tangente à H étoile, enfin de la courbe d'indifférence tangente à H étoile, et la droite d'assurance IB étoile, il y a de la marge pour faire un contrat d'assurance pour les bons risques. En revanche, si R, donc le nombre de mauvais risques, est tout petit, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que, en fait, la droite d'assurance, la droite d'assurance qui correspond au contrat moyen va être très proche de IB étoile. C'est le cas ici, vous voyez. La droite d'assurance moyenne, qu'on a appelée IM, elle se retrouve très proche de IB étoile. Et alors, si c'est le cas, qu'est-ce qui se passe ? Si c'est le cas, en fait, on va se retrouver dans une situation un peu compliquée où on risque d'avoir quoi ? On risque d'avoir un assureur qui va être tenté de proposer le contrat mélangeant, mais un contrat mélangeant qui ne sera pas le contrat M, qui sera en fait un contrat HB. Vous voyez, le contrat HB, qu'est-ce qu'il a ? Il propose une indemnisation presque complète au mauvais risque. Pas complète comme au H étoile, mais elle est quand même attractive pour les mauvais risques parce qu'elle est beaucoup moins chère que l'indemnisation complète en H étoile. Et donc, le contrat IM, qui n'est pas IM étoile, qui serait une assurance complète du risque moyen, le contrat IM d'assurance du risque moyen, c'est plus attractif pour les mauvais risques que le contrat H étoile. Alors que dans le schéma précédent, c'est-à-dire quand on avait beaucoup de mauvais risques, vous voyez que si on avait fait IM, pour que ce soit... on peut certes faire du IM qui est plus attractif pour les mauvais risques, mais le problème du IM qui est plus attractif pour les mauvais risques, c'est que c'est très facile quand même de... si vous faites du IM sur la ligne pointillée, le contrat IB' va plus être attractif pour les bons risques. Et donc, de fait, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que vous allez avoir tout le monde sur la ligne pointillée. Attendez que je ne dise pas de bêtises. Oui, vous allez avoir tout le monde sur la ligne pointillée, mais en revanche, ça doit être... oui, cela dit, on peut avoir tout le monde sur la ligne pointillée, mais avec un niveau d'assurance pas très élevé pour les mauvais risques. Mais là, le problème, donc, c'est qu'à partir du moment où vous avez très peu de mauvais risques, vous voyez bien qu'on peut mettre les mauvais risques à un niveau d'utilité bien supérieur à ce qu'ils auraient avec leur assurance complète. Sauf que le problème, c'est qu'à ce moment-là, on va être tenté d'écrémer les bons risques en leur proposant un contrat BB. Et si on écrème les mauvais risques, les bons risques avec un contrat BB,
Évidemment, celui qui propose le contrat IM, il va perdre, et celui qui a proposé le contrat BB, il va perdre aussi, parce qu'il va aussi, au tour suivant, il va aussi attirer les mauvais risques. Donc en fait, si R est trop petit, on va avoir un échec de marché parce qu'il n'y a pas de contrat satisfaisant pour les bons risques. Donc il ne va pas être possible d'assurer les bons risques. Pourquoi il ne va pas être possible d'assurer les bons risques? Parce qu'il n'y a pratiquement pas de possibilité d'assurance des bons risques qui ne soit pas attractive pour les mauvais risques. Voilà. Bon, bref, tout ça pour dire que quoi? Là, ça ne sert plus à grand-chose de parler d'éviter l'antisélection, parce qu'une fois qu'on a fait l'exemple de Charpentier sur la sélection, on a compris qu'il était absolument nécessaire de sélectionner pour éviter l'antisélection. Je vous rappelle que l'antisélection, c'est quoi? L'antisélection, c'est d'avoir des mauvais risques sur des contrats qui sont évalués pour des risques meilleurs. Alors, ceci dit, donc si on voulait conclure sur l'antisélection, ce qu'on voit, c'est que tant qu'on a assez de mauvais risques, on peut proposer des contrats séparateurs qui proposent une assurance complète pour les mauvais risques et une franchise importante, donc une assurance partielle pour les bons risques. D'accord? Ou du moins, si l'assurance est chargée, on va avoir une assurance quasi complète pour les mauvais risques et une assurance franchisée pour les bons risques. Bon, le problème, c'est que si on n'a pas assez de mauvais risques, alors on ne va pas trouver de contrat satisfaisant parce que le contrat mélangeant ne va attirer que les mauvais risques, tandis que la concurrence va toujours écrémer les bons risques. Bref, si on n'a pas assez de mauvais risques, on va se retrouver dans un cas d'échec de marché où les mauvais risques ne sont pas assurés et l'assureur est perdant de fait parce qu'il ne peut pas assurer les mauvais risques, mais il réussit à assurer les bons risques, bien qu'il ne les assure pas beaucoup. D'accord? Donc ça, c'est le problème si on n'a pas assez de mauvais risques. Donc il faut qu'il y ait assez de mauvais risques. Et alors en fait, toute l'histoire de l'Obamacare aux États-Unis, c'est une histoire de ce type-là. C'est une histoire de, comme vous le savez, aux États-Unis, le système d'assurance le système de sécurité sociale, le filet de sécurité sociale universel, il est très réduit parce qu'il ne touche que, en gros, les vieux, ou alors il est absolument minimal pour tous les autres. Et du coup, le problème qu'il y a, c'est que les très bons risques, eux, ils sont parfaitement assurés, mais les risques moyens ou les pas bons risques, ils sont dans une espèce de truc où il n'y a pas moyen de les assurer. Donc l'idée de l'Obamacare, c'était quoi? C'était d'instaurer une subvention croisée qui faisait que c'était les riches, donc les bons risques, puisque les riches sont plutôt moins malades que les autres, enfin coûtent moins cher en assurance santé que les autres. Alors, entendons-nous, hein, le truc, c'est pas parce qu'ils sont riches qu'ils sont en meilleure santé, c'est souvent parce qu'ils sont en meilleure santé qu'ils sont riches. J'entends, c'est plus simple de travailler 70 heures par semaine quand vous êtes en bonne santé. Quand vous devez aller en dialyse ou quand vous avez des traitements compliqués ou quand je ne sais pas quoi et que vous passez du temps à l'hosto, vous ne pouvez pas travailler autant. Donc, de fait, vous êtes souvent moins riche et puis moins créatif, et puis etc. La question du sens de la causalité n'est pas absolument neutre. Enfin bref, l'idée de l'Obamacare, c'était d'instaurer une subvention croisée entre les riches et les pauvres, et donc entre les bons risques et les mauvais risques, pour permettre à plus de mauvais risques de s'assurer. Bon, et le truc complètement dingue, c'est que à la fois les riches ont voté Trump pour démanteler l'Obamacare, et puis, comme vous le savez, une partie des pauvres, du moins ceux qui étaient trop pauvres pour pouvoir bénéficier de la subvention dans le cadre de l'Obamacare, ont aussi voté pour démanteler l'Obamacare pour pas que les un peu plus riches qu'eux puissent en avoir. En fait, il y a d'autres astuces que simplement des mécanismes de sélection par les prix, quand on y pense. Parce que, alors, pourquoi il y a d'autres mécanismes? Quand vous regardez le cas des bonus-malus, par exemple, c'est-à-dire la tarification dynamique dans le temps, comme on l'a en responsabilité civile auto en France. À quoi ça sert ce schéma? En fait, ce schéma, il sert tout simplement à sélectionner les bas risques dans un jeu à plusieurs périodes. Donc concrètement,
c'est un dispositif vachement efficient pour sélectionner les bas risques. Et je vous rappelle qu'en France, 70% des conducteurs ont le bonus maximum. Donc concrètement, le truc, c'est que les bas risques sont très nombreux et les mauvais risques ne sont pas très nombreux. Alors, ça ne résout pas l'échec de marché, puisque le problème, c'est donc comment on fait pour se faire assurer quand on est un mauvais risque en assurance auto, alors qu'on n'est pas suffisamment nombreux. Enfin, c'est-à-dire que j'ai dit, il y a 70% des gens qui ont la remise maximale, donc ça laisserait entendre que par différence, il y a 30% de mauvais risques. Mais non, mais c'est que dans les 30% restants, il n'y a pas que des très mauvais risques. En fait, les très mauvais risques, ils sont très peu nombreux. Et c'est parce qu'ils sont très peu nombreux qu'ils se retrouvent face à un échec de marché. Et donc, l'échec de marché, c'est-à-dire que personne ne veut les assurer. Et donc, concrètement, la résolution de l'échec de marché, c'est le bureau central de tarification, c'est-à-dire que si personne ne veut vous assurer, vous demandez au bureau central de tarification de vous désigner un assureur qui vous donne un tarif et qui va vraisemblablement perdre de l'argent sur votre assurance, enfin, qui ne vous gardera pas forcément, mais c'est une autre question en fait. Bon, alors il y a d'autres astuces. L'idée de période probatoire plutôt que franchise pour sélectionner les clients. Pourquoi la période probatoire plutôt que la franchise? C'est appliqué par exemple en assurance d'essai, enfin en vie prime unique. D'accord? C'est-à-dire, vous voulez vous garantir à vos ayants droit une prime si vous mourrez dans un temps à venir. Bah, là, ce que l'assureur va pas vous proposer une franchise, ça n'a pas de sens, puisque de toute façon, c'est un contrat. L'assurance via prime unique, c'est vous vous mettez d'accord avec l'assureur sur ce qui va être payé à vos ayants droit. Donc, il n'y a pas de franchise possible. Donc, de fait, la seule mesure de sélection qu'on puisse imaginer, c'est une période probatoire, c'est-à-dire que, par exemple, pendant la première ou les 2 premières années d'assurance, si vous décédez, il n'y aura rien pour vos ayants droit. Pourquoi c'est intéressant pour l'assureur? Parce que ça lui permet d'être sûr que vous venez pas vous assurer. Vous venez pas prendre une assurance décès alors que vous avez une maladie inconnue. Vous avez une maladie qu'on ne sait pas diagnostiquer. Vous savez déjà que vous êtes condamné et vous venez vous assurer, pas bon. Si vous laissez 2 ans, c'est que vous êtes confiant dans le fait que vous survivrez jusque-là. Bon, on peut imaginer d'autres trucs qui fonctionnent comme ça avec des périodes probatoires. Voilà. En assurance maladie, une très bonne solution à l'échec de marché, ça consiste en assurance obligatoire. Je vous rappelle que le génie de la sécurité sociale, c'est d'assurer tout le monde. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faille intégralement assurer. D'accord ? Ça ne veut pas dire que la sécurité sociale doit payer 100% de tout. Mais ça veut dire que fournir une protection minimale à toute la population et la faire payer par tout le monde, c'est une très bonne méthode parce que c'est clair que si vous faites de l'assurance commerciale, personne ne voudra assurer les mauvais risques. Les mauvais risques étant les maladies génétiques orphelines, les trucs auto-immunes, enfin tout ce qui coûte du fric, quoi. D'accord ? Et donc, de fait, si vous avez un truc obligatoire, bah, comme tout le monde est obligé de payer, on va en fait répartir ce qui coûte très cher sur tout le monde. Et après, ceux qui ne veulent pas payer pour les malades et les infirmes, c'est leur problème. Enfin, j'entends, c'est leur problème moral. Mais ils ont qu'à aller voir ailleurs. Mais au moins, c'est complètement efficace. Bon, après, le truc, c'est que vous voyez que la sécurité sociale, en fait, c'est vachement intelligent quand on y pense du point de vue assurantiel. Parce que le truc, ça consiste à dire, on a une couverture minimale, qui est d'ailleurs pas du tout négligeable dans le cas de la France, mais elle est maximale pour certaines catégories d'assurés. Et donc, de fait, vous piquez un peu à beaucoup de monde, ce qui permet de financer beaucoup à très peu, ce qui est le principe même de l'assurance. Bon, et puis après, si ceux qui n'ont pas ces maladies, ces pathologies ou ces situations compliquées, eux, ils veulent se faire assurer complètement, bah, ils n'ont qu'à les faire assurer complètement par un assureur privé, qui de fait les assurera complètement contre les machins qui ne seraient pas pris en charge, en particulier les histoires dentaires, etc. Voilà. Bon, alors, ceci était donc pour dire que en fait, la vérité est beaucoup plus compliquée que ce pauvre modèle à 2 états avec un peu d'asymétrie d'information. Mais vous voyez quand même que le modèle à 2 états, c'est quand même déjà vachement plus compliqué que le jeu d'assurance que vous avez fait. Quand vous mettez de l'asymétrie d'information, c'est tellement compliqué qu'il faut postuler que vous connaissez les distributions de probabilité des sinistres
et les préférences des consommateurs pour réussir à tarifer correctement, alors que ce n'est pas vrai. En réalité, les assureurs, ils connaissent en fait pas grand-chose. Ils peuvent connaître les probabilités a posteriori. Les préférences des consommateurs, ça commence à être compliqué, et c'est rarement a priori, et pas toujours a posteriori. Et donc, de fait, le petit modèle de jeu, il était quand même une simplification extrême. Voilà. Bon, alors, maintenant quoi? Maintenant, en fait, le vrai problème de l'assurance, enfin, la vraie difficulté d'un marché d'assurance, on l'a vu, c'est que c'est la concurrence par les prix entre les assureurs qui vont avoir tendance à essayer de se piquer les bons risques. Pourquoi c'est un vrai problème? Ben parce que c'est un vrai problème compte tenu de la nature en fait, de l'activité d'assurance où où vous faites payer la prestation avant, en amont, et vous l'effectuez ensuite. Alors, euh, parfois, enfin, bon, ça c'est le fonctionnement général de l'assurance qu'on va appeler le cycle de production inversé. D'accord? Vous faites payer la prime et vous rendez le service ensuite en indemnisant. Vous rendez le service, ça peut être dans le cours de l'année, pour la plupart des assurances de dommages et de responsabilité, ça peut être beaucoup de temps après, dans le cas des assurances comme les pensions viagères pour les retraités. Et donc la difficulté, c'est, enfin le truc qui est tordu, c'est qu'il faut quand même s'assurer que l'assureur va tarifer suffisamment pour être en mesure de tenir les promesses qu'il fait. Je ne dis pas cela pour indiquer que les assureurs sont potentiellement des gens malsains. Mais je dis simplement que, en fait, quand on y pense, du point de vue de la régulation de l'activité, c'est un des trucs les plus compliqués. Parce que, parce que la plupart des activités économiques, ça consiste quand même à fournir le service au client et puis ensuite à se faire payer. Et donc, enfin, le client peut évidemment pas être satisfait de la qualité du produit, d'accord, ou de la qualité du service, mais au moins le produit, il est là. Et donc, il y a quelque chose à discuter. Alors que dans le cas de l'assurance, le problème, c'est que on peut imaginer qu'en fait, euh, le service soit jamais rendu. Euh, alors, euh, d'autant plus que, encore une fois, je ne mets pas en cause l'honnêteté de l'assureur, je mets en cause la difficulté d'assurer des risques qui n'avaient pas été prévus au contrat. Genre la pandémie dans les assurances de perte d'exploitation. D'accord? Donc, dans les assurances entreprises avec des clauses de perte d'exploitation. Bon, vous avez vu la polémique qu'il y a entre les assureurs et puis tout le monde qui dit mais attendez, on a souscrit des primes de perte d'exploitation et puis vous ne nous indemnisez pas en nous expliquant qu'il faut qu'il y ait un dommage. Alors, c'était certes une clause écrite, mais enfin, d'ailleurs, pas dans tous les cas, puisque AXA a déjà perdu un certain nombre de procès. Mais là ça paraît quand même un peu. Enfin, bon, quand on prend une assurance de perte d'exploitation, c'est pour se voir indemniser les pertes d'exploitation. Euh, Là, on a l'impression que les assureurs jouent un peu les finaux. Mais il y a des fois où les assureurs ne jouent pas les finaux. C'est-à-dire que concrètement, le problème de l'amiante, c'est qu'il y a des assureurs privés qui ont assuré la santé d'entreprises, d'accord, enfin, des salariés d'entreprises, euh, entreprises qui avaient cotisé auprès de ces assureurs pour que comment dire, leurs salariés soient soignés, y compris quand ils seraient à la retraite. Or, problème, euh, ces entreprises, c'était des entreprises de production d'amiante, par exemple, ou de production, ou des entreprises qui installaient des protections ignifuges en amiante. Avant les années 40, on n'avait pas la moindre idée de la dangerosité de l'amiante. Et puis, avec le temps, on s'est rendu compte que les gens qui travaillaient soit à produire de l'amiante, soit dans un environnement où il y avait de l'amiante, l'amiante, ça fait des fibres longues. Les fibres longues, elles vont dans les poumons. Les poumons, le, le, ces fibres longues, elles ont tendance à faire que les poumons poussent de manière bizarre et ça crée des tumeurs. Et ces tumeurs deviennent cancéreuses et les gens se retrouvent avec des maladies, avec des cancers du poumon qui sont très douloureux, très coûteux et qui tuent. Et du coup, les compagnies d'assurance, elles se retrouvent avec des prestations de soins, voire d'indemnisation d'assurance vie à payer, qu'elles n'avaient pas du tout prévues parce que
Parce que quand elles ont commencé à assurer ces boîtes dans les années 40, elles ne s'attendaient pas à ce que dans les années 60, les tribunaux leur foutent sur le dos de payer des risques qu'elles n'avaient pas anticipés. Et là, pour le coup, en toute bonne foi, elles n'ont pas les moyens de payer. Parce que c'est plus 3 commerçants qui ont souscrit des contrats d'assurance de perte d'exploitation. Là, c'était des populations entières de salariés dans lesquels il y avait 20% des mecs qui avaient de l'asbestose. Bon, donc quoi donc le fait que le service soit payé en amont et délivré après, et le fait qu'il y ait quand même un peu une zone. Enfin, il y a des risques où on a l'impression qu'on connaît bien, et puis il y a des exemples où on voit qu'on ne connaît pas si bien. Ça crée la nécessité d'une régulation, et d'une régulation en particulier. Pourquoi ? Pour s'assurer que l'assureur sera en mesure de délivrer le service qu'il s'est engagé par contrat à délivrer. Alors, si je dis ça, encore une fois, ce n'est pas parce que les assureurs sont malhonnêtes. En France, il n'y a pratiquement pas de cas d'intervention du régulateur pour retirer l'agrément à une compagnie d'assurance. Enfin, en fait, le seul exemple des 10 dernières années, l'assureur a été au tribunal administratif pour contester la décision de l'autorité de contrôle, et l'autorité de contrôle a perdu. Et l'autorité de contrôle a été au Conseil d'État en appel et elle a perdu encore. Donc, on ne peut pas dire que les assureurs soient mal gérés en France ou prennent des risques inconsidérés, puisque non seulement ils ont toujours réussi à payer leurs prestations, enfin les prestations auxquelles ils s'étaient engagés par contrat, du moins de mémoire d'homme, d'accord, mais en plus, la seule fois où le régulateur a essayé d'intervenir en disant que ça n'allait pas, il a perdu. Bon, donc, mais en revanche, on comprend pourquoi il peut y avoir potentiellement un problème de sous-tarification, soit parce que les assureurs sont malhonnêtes, ce qui est après tout imaginable, soit parce qu'un risque aurait mal été anticipé. Et donc ces histoires d'un côté d'asymétrie d'information et de l'autre côté d'aléa moral nous indiquent quand même qu'on est dans des situations pas simples, et donc que ça aurait du sens d'imaginer que les assureurs puissent se faire manipuler ou être ignorants ou essayer de manipuler les assurés, et donc du coup ça a du sens de réguler. Voilà. Bon, donc on a déjà évoqué ces histoires d'échecs de marché. Le truc, en fait, le premier exemple historique de problème de régulation des assurances, c'est le provisionnement des rentes viagères, en fait. Puisque, je ne sais pas si je vous ai raconté ça, mais il y a plein de compagnies d'assurance, enfin plutôt il y a plein de mutuelles d'assurance qui se montent au XVIIIe siècle pour payer des rentes de veuvage aux membres de la mutuelle, et qui sont en fait incapables de payer au-delà d'un certain temps, justement parce qu'elles n'ont pas tarifé actuariellement, parce que les gens du XVIIIe siècle n'arrivent pas à concevoir qu'en fait, si on veut payer des rentes de veuvage ou veuves, il faut calculer la valeur actuarielle des rentes de veuvage, et donc calculer la valeur actuarielle de rente dite superviagère, de rente de survie. C'est du boulot d'actuaire, mais ça ne se fait pas au doigt mouillé, et ça ne se fait pas avec des cotisations dans des amicales. Et donc, ce qui est rigolo, c'est que ces trucs font faillite, et jamais il y a un superviseur pour leur dire, bon, les locaux, vous allez faire ça correctement, vous allez prendre une table de mortalité, puis vous allez calculer les probabilités de survie, et puis vous allez calculer actuariellement ça. Les mecs tournent en rond, alors que par ailleurs, il y a des actuaires qui savent très bien calculer ça depuis le milieu du 18e. Bon, aujourd'hui, concrètement, le rôle de l'actuaire, enfin le rôle de l'autorité, c'est d'abord d'expliquer à la compagnie, au cas où elle ne saurait pas, comment il faut calculer. Et puis, le problème, c'est que, indépendamment du calcul des primes pures, les assureurs peuvent prendre des risques excessifs en voulant prendre des parts de marché. Ils peuvent se fragiliser pour être plus compétitifs. Le très bon exemple, on l'a vu, c'était dans le jeu d'assurance, ceux qui, au dernier tour, se prenaient des primes d'assurance à ras du ras, d'accord, en se disant, mais comme ça, je vais remonter je vais diminuer mes profits totaux, et puis je vais avoir une meilleure note. Bon, alors ça, c'était gentil, parce que vous aviez des fonds propres, c'était contrôlé, etc. Mais on peut imaginer que, de fait, une stratégie super agressive des assureurs puisse avoir des conséquences en termes de capacité à servir à effectuer les contrats. Ou alors, il y a aussi d'autres trucs qu'on pourrait imaginer, c'est que sur des marchés peu compétitifs, au contraire, donc,
les assureurs vendent des prestations d'assurance qui serviraient à rien, mais qui seraient bien vendues, d'accord. Et donc, de fait, c'est typiquement ce qui s'est passé au Royaume-Uni avec les Personal Protection Insurance, d'accord. C'est qu'on a vendu aux consommateurs britanniques des espèces de formes d'assurance emprunteur, alors qu'en général, ils en avaient déjà. Et je ne sais pas si je vous ai déjà raconté l'histoire, mais l'autorité de contrôle, enfin la Prudential Regulation Authority, bon, à l'époque d'ailleurs, c'était pas elle, à l'époque c'était la Financial Services Authority qui a dû imposer une amende aux assureurs en 2011. L'amende, c'est plus de 30 milliards de pounds. Donc concrètement, et pourtant le marché était compétitif. Mais pourtant le marché britannique est considéré comme compétitif, mais là, ce segment de marché était visiblement suffisamment peu compétitif pour que les filiales d'assurance des groupes bancaires vendent aux clients des banques britanniques des assurances contre le risque de défaut qu'ils pourraient avoir comme emprunteurs, alors qu'ils étaient déjà assurés par ailleurs. Bon, donc de fait, on a des enjeux de calcul des primes, on a des enjeux de compétition, enfin de concurrence qui pourrait amener à baisser trop les primes, on a des enjeux de protection du consommateur, et puis on a aussi des enjeux d'arbitrage réglementaire à l'intérieur du secteur financier. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que dans le secteur financier, si la réglementation n'est pas relativement uniforme, eh ben, puisque du côté banque, on serre la vis avec BAL 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, du côté des assurances, c'est la fête. Et quoi, ben, les banquiers rachètent des assureurs pour pouvoir y déverser tous leurs risques. Ce serait ça l'arbitrage réglementaire. Donc là, on a au moins 4 problèmes, d'accord, qu'il convient d'examiner un petit peu. Bon, cette histoire d'arbitrage. Oui. Est-ce qu'il y a des réglementations sur la baisse des prix, des primes, enfin, le fait de ne pas devenir trop compétitif par rapport à d'autres compagnies d'assurance? Alors, on ne va pas dire ça dans ces termes-là. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous empêcher de baisser vos prix en Ouais. soi. Mais en revanche, il y a des réglementations sur les prix minima. Alors, pas dans tous les segments, par exemple, d'accord, mais typiquement, quand vous faites de la rente viagère, vous êtes la table légale, dont on a déjà parlé, d'accord, mais la THHF 002, là, elle fournit, elle fournit pas un minimum de prix, parce que vous tarifez comme vous voulez. En revanche, vous devez provisionner un montant qui est prescrit par la table. C'est-à-dire donc que vous ne pouvez pas provisionner moins quand vous versez des rentes viagères que ce que dit la table légale. Après, vous pouvez vendre au prix que vous voulez. Mais comme de toute façon, il faut le provisionner, c'est quand même bizarre, à partir du moment où vous avez provisionné un certain montant, de le vendre moins cher. Puisque de toute façon, c'est ce que ça va vous coûter ça en fonds propres. Voilà. Mais c'était peut-être quand on est dans une stratégie de vouloir prendre des parts de marché. Ok, merci. Alors, donc justement, vous avez raison de poser la question. Mais le truc, c'est que, comme toujours, voilà. En fait, il y a eu 2 époques, d'accord. Il y a eu une époque avant Solvabilité 2, il y a une époque après Solvabilité 2. L'époque avant Solvabilité 2, elle est révolue maintenant. Mais depuis Solvabilité 2, exactement comme dans les banques, on ne va plus exercer un contrôle direct sur le calcul des primes, d'accord. De la même manière que dans les banques, on n'exerce plus un contrôle direct, par exemple, sur le montant des crédits. On va exercer un contrôle à travers les fonds propres. C'est-à-dire qu'on va demander aux banques, aux compagnies d'assurance, de calculer leur risque complet et puis de proportionner les fonds propres. Et donc, en fait, la politique de tarification, elle va être vue au travers du prisme de est-ce que vous avez suffisamment de fonds propres pour faire face aux risques que vous portez. Et pas comme on faisait autrefois. Montrez-moi comment vous écrivez vos contrats d'assurance. Parce que de fait, jusqu'en 92, par exemple, la sous-direction des assurances de la Direction générale du Trésor, elle vérifiait, elle visait toutes les formules de contrats d'assurance avant d'autoriser les compagnies à commercialiser des contrats. Bon, ça, c'est complètement mort. Maintenant, tout passe par les fonds propres. Et la principale raison pour laquelle c'est le cas, c'est justement pour garder le parallèle avec l'architecture de Bâle. Parce que l'idée, c'est que
En fait, les compagnies d'assurance sont très souvent dans des conglomérats financiers avec les banques, ou si ce n'est pas le cas, elles peuvent le devenir, en particulier si c'est plus rentable pour les banques d'aller foutre leurs risques dans les compagnies d'assurance. Donc c'est pour ça qu'on va obliger les compagnies d'assurance à elles aussi exprimer des besoins en fonds propres pour être sûr que si on fait circuler un actif entre la banque et l'assurance, il ne va pas y avoir d'intérêt pour aller mettre l'actif chez les assureurs où il y aurait moins de fonds propres. Vous voyez ? Ok, oui. Ça veut dire que si on a des prix très compétitifs, ça veut dire que les fonds propres sont très bons. De toute façon, le truc, c'est que on va voir ça comme ça. Si vous avez des prix très compétitifs, normalement, vous allez vendre des contrats. Si vous vendez des contrats, ça veut dire que vous allez vous retrouver avec du passif. Puisque je vous rappelle qu'en assurance, votre contrat, l'engagement d'assurance que vous avez va apparaître au passif, sous forme d'une provision mathématique. Et justement, en face de cette provision mathématique, et donc de fait, les contrats que vous vendez, vous allez devoir les baquer par des fonds propres. Donc, vous ne pouvez pas vendre des contrats indéfiniment. Et vous pouvez plutôt vendre des contrats qu'à mesure que vous avez des fonds propres. Or, le seul moyen de vous faire des fonds propres, c'est de faire des profits sur les contrats que vous vendez. Donc, il faut les vendre suffisamment cher pour faire des profits. Ouais. Ok, très bien, merci beaucoup. De toute façon, c'est fini pour aujourd'hui, je pense. Et mardi prochain, on se fait un dernier cours où on va rentrer dans le détail de la manière dont est structurée la réglementation des assurances. Et puis, on verra justement les possibilités d'arbitrage réglementaire entre banques et assurances, ce qui est quand même le couronnement du cours, n'est-ce pas ? Parce qu'il y a quand même une convergence entre les logiques banques et les logiques assurances. Donc, merci de votre attention. C'est tout pour aujourd'hui. Et à la semaine prochaine, lundi pour la banque et mardi pour l'assurance. Merci à vous, bonne journée. Monsieur, Merci, au au revoir. revoir. Au revoir.